Alors, je me présente. Moi, c'est Monsieur Nzali Ghislain. Je suis le gérant de Bout de Formation et je suis aussi formateur. Alors, nous sommes deux à diriger le cursus pédagogique avec Monsieur Alain Fournier. Tous les deux également, nous organisons les examens de certification pour les titres RNCP dans d'autres écoles en France. Et on est également formateur aussi et on monte des cursus pédagogiques, des plans de formation, les supports de cours et on prépare également les candidats à être prêts pour passer leur examen. Donc, durant tout le long de la présentation, je vais vous décrire en quelque sorte comment est-ce que la formation va se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever du doigt et moi je vais vous donner la parole. Également, je vais vous expliquer tout notre cursus pédagogique, comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre à bien la formation et aussi vous allez avoir des retours de d'autres stagiaires qui sont actuellement en formation, c'est les formateurs de PME bien sûr. Donc, nous sommes un centre de formation qui existe depuis 2018, pardon. Et avant ça, on était spécialisé dans la formation. Avant la formation, on a bien évidemment travaillé en entreprise en tant qu'informaticien. Parce que moi, je me suis diplômé de l'informatique. Et pendant plusieurs années avant de décider de créer ce centre de formation, nous étions d'abord en collaboration avec d'autres centres de formation. Et on a vu à peu près comment est-ce que ça se passait dans des centres de formation. Et on a voulu faire différemment. Donc, quand il dit différemment, on n'a pas réinventé la formation, mais on a voulu avoir un cursus de formation bien plus adapté aux besoins actuels du marché, même des demandeurs de formation. Donc, nous sommes un centre de formation qui existe depuis 2018 et notre spécialité, c'est uniquement de la formation informatique. Aujourd'hui, on n'a que deux formations très phares qui sont TAI et TSSL. Mais l'année prochaine, on va mettre en place plusieurs autres formations. Mais TSC et TAI, c'est le must des formations en informatique qui débouchent vraiment, qui font déboucher sur des métiers d'avenir en informatique. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup concentré là-dessus et vous allez comprendre pourquoi tout le long de la formation. Donc, la présentation, c'est exactement pour vous présenter tout ça, notre cursus pédagogique, comment est-ce qu'on met en place nos formations, qu'est-ce qui intervient dans nos formations, comment sont détaillés le planning de formation, les supports de cours, comment est-ce qu'on s'y prend, à quoi vous vous attendez réellement lorsque vous vous inscrivez à la formation, qu'est-ce qu'on vous demande et qu'est-ce que vous nous demandez pour avoir une formation de qualité. Et aussi notre équipe, Keshne, que vous connaissez déjà plus ou moins parce que vous avez déjà échangé avec eux et d'autres membres du staff, s'ils sont disponibles, ils vont essayer de nous rejoindre. Donc, on a moi qui suis gérant, on a Alain Fournier qui est responsable pédagogique, on a Keshne Bantoua qui est commercial et responsable administratif. On a Jules Fernandez qui est chargé de marketing et community manager. On a Quentin qui est formateur également. Et on a d'autres formateurs qui sont en externe, c'est-à-dire qui sont des partenariats, ce sont des formateurs qui, à la demande, on travaille avec eux, mais ils ne sont pas salariés. Ce sont des externes. Donc, durant cette présentation, en premier, on va voir certains points qui est la classe virtuelle. En second, on va voir les différentes formations du paiement qu'on propose. En troisième, on va voir le déroulé de la formation. Et en quatrième, on va voir le règlement intérieur ainsi que le process de formation qu'on a mis en place pour arriver jusque-là. Donc, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, la classe virtuelle, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, on sait bien que c'est un boom qui a explosé depuis le Covid. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à partir du Covid et que on a imaginé que les gens peuvent rester chez eux, travailler et avoir des mêmes résultats, voire même des résultats meilleurs.
Ça existait depuis des années déjà, avec les cours par correspondance, par exemple, lorsque les gens étaient dans des pays éloignés, ou même présentiel et distanciel, on fait les deux. OK? Présentiel et distanciel, on fait les deux. Donc, la classe virtuelle, avant, elle existait bel et bien déjà, mais ce n'était pas encore à l'échelle d'aujourd'hui parce que les gens avaient toujours les moyens de se déplacer, il n'y avait pas de restrictions avec le Covid qui est venu tout saboter. Mais ça existait déjà. Le Covid est juste venu faire exploser le fait que les gens peuvent rester chez eux et travailler et avoir aussi de bons résultats. Donc, ça existait bel et bien déjà. Et maintenant, on voit plus les avantages que ça apporte dans la société par rapport à ce que nous, on avait l'habitude de faire avant. C'est-à-dire qu'avant, on devait se lever à 2 heures avant pour aller au travail parce qu'on ne veut pas être bloqué dans les transports, parce qu'on veut pas avoir des problèmes de retard, parce que on veut avoir, si on est dans un amphi, on va avoir la meilleure place et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça, ce sont plutôt des bénéfices parce qu'en faisant du télétravail ou en étudiant à la maison, on arrive à avoir un certain confort. On choisit une pièce dans laquelle on veut travailler, on choisit son espace de travail. Si on se sent mieux dans son canapé, on peut rester dans son canapé. Si on se sent mieux dans son jardin, on peut rester dans son jardin. Si on se sent mieux dans sa cuisine, on peut rester dans sa cuisine. On n'a plus à affronter la turbulence des transports, à savoir que un train est arrêté, un train a eu un incident de colis abandonné, les trains sont en retard, il y a trop de monde sur la route, il y a un accident et ainsi de suite. Alors, toutes les questions là vous seront répondues au fur et à mesure, hein. Donc, et aussi, on voit que c'est un gain de temps. Au lieu de se réveiller 2 heures plus tôt, on peut se réveiller 1h30 plus tard. Au lieu de finir 30 minutes plus tôt parce qu'on ne veut pas rater son bus, on peut finir 30 minutes plus tard. Donc, on voit bien que la classe virtuelle, ça optimise plus un rendement que de le diminuer. Mais pour ça, il faut être bien organisé. Sinon, après, on peut avoir des mauvaises habitudes. Par exemple, se lever tard, se coucher tard, travailler sans coupe, être moins productif, s'ennuyer, ainsi de suite. Donc, il y a bien des avantages dans la classe virtuelle, autre que la rentabilité. Il y a déjà ce confort psychologique qu'on a lorsqu'on travaille à distance. Ensuite, le risque, c'est que ça peut être très ennuyeux. On peut perdre la concentration s'il y a tout le temps, par exemple, chez vous, si vous avez des gamins, à chaque fois que vous êtes en train d'apprendre, s'ils passent derrière vous, ou bien ils viennent vous poser une question, ça peut vous perturber. S'il y a tout le temps votre conjoint ou votre conjoint qui vous appelle, qui attire votre attention, ou bien s'il y a la télévision, la radio, s'il y a d'autres personnes dans la pièce qui font autre chose que vous, ça peut vous déconcentrer. Donc, pareillement, d'un autre côté, il faut se mettre dans les meilleures conditions pour être focalisé sur ce qu'on fait, focaliser à son écran et à ce qui émet de son écran. Et pour ça, il faut s'isoler. Il faut bien s'isoler ou bien avoir de bonnes restrictions dans votre environnement, à savoir que les gens savent que quand vous êtes en cours, c'est vraiment comme si vous n'étiez pas à la maison et eux, ils doivent respecter le fait que vous ne devez pas avoir d'interférence afin de mieux suivre ce que vous faites. Pareil pour le travail. Dans le risque de la classe virtuelle, c'est la concentration peut rapidement perdre le fil si on est discret. Donc ça, c'est normalement, ça n'a pas encore été un problème aujourd'hui, mais ça peut être un problème pour ceux qui n'ont pas un environnement adéquat pour être dans ces conditions. Mais ça c'est la discipline, ça se gère facilement.
Pour que la classe virtuelle se passe bien, tout ne dépend pas que de l'environnement dans lequel vous êtes, tout dépend aussi de votre comportement et de la façon dont vous êtes avec les autres. C'est-à-dire que si on est tous là et que moi je mets de la musique derrière et en même temps que je parle, c'est sûr et certain que vous n'allez pas m'entendre. Bien si vous m'entendez, ça ne sera pas fluide. Et si vous faites pareil derrière, ça sera pareil. Donc, en classe, on interdit vraiment que les gens mettent des bruits derrière fond. Là, il ne faut pas que pendant que vous êtes en classe, on entende votre téléviseur, on entende votre radio, on entende la musique ou autre bruit en dehors de la voix qui sort de l'ordinateur. C'est pour ça qu'on demande de couper les micros quand vous n'avez pas la parole. Comme ça évite qu'on ait des bruits parasites qui remontent de votre environnement jusqu'à la classe. Parce que les micros captent énormément de sons, même ceux qu'on n'imagine pas aujourd'hui, les micros sont assez puissants. Pour éviter d'avoir des bruits parasites, comme là, vous avez tous coupé vos micros et quand vous voulez parler, c'est là où vous demandez la parole et moi, je dis, OK, vous activez votre micro, vous vous assurez derrière que c'est bien calme. Donc, pareil, quand vous serez en classe, si tout le monde parle en même temps, ça va être la cacophonie et c'est pas possible de s'entendre. C'est pour ça que pareil, quand on est en classe, si vous voulez prendre la parole, il faut que vous demandez bien au formateur pour qu'il vous donne la parole et comme ça, vous pouvez parler les uns après les autres et chacun peut s'exprimer. Il peut avoir une réponse pour chacun. Donc, l'organisation de la classe en ligne, c'est pareil comme en présentiel. En présentiel, on vous demande de ne pas avoir les écouteurs dans les oreilles, on vous demande de ne pas parler en même temps, on vous demande d'arriver à l'heure, on vous demande d'avoir une tenue correcte et ainsi de suite. C'est la même chose en classe en ligne, sauf que vous êtes chez vous. Personne ne vient chez vous pour vous dire comment vous devez vous habiller ou bien comment est-ce que vous devez entretenir votre pièce. Donc, les moyens pédagogiques qu'on va utiliser pour mettre en place la classe, il y a plusieurs outils. Premièrement, il y a cet outil Zoom qui est un outil collaboratif qui permet tout simplement à plusieurs membres d'une équipe ou d'une entreprise de se réunir de façon virtuelle et de discuter comme s'ils étaient physiquement au même endroit, en temps réel. On va déjà utiliser cet outil Zoom pour réunir tout le monde et pouvoir échanger. Et derrière Zoom maintenant, on va partager plusieurs autres outils tels que le tableau blanc pour dessiner ou faire des schémas ou montrer des explications à partir des croquis pour que vous ayez une idée moins abstraite de ce qu'on est en train d'expliquer. Par exemple, on va vous parler de deux ordinateurs qui communiquent. Pour que ça soit moins abstrait, on va prendre le tableau blanc et on va dessiner deux ordinateurs et on va mettre des schémas de communication avec des flèches et pour que vous ayez une vision de ce qu'on est en train d'expliquer. Ça peut aussi être tout simplement une image qu'on partage, pour que vous voyez une image animée qu'on partage, pour que vous voyez que ce soit moins abstrait lorsque on vous enseigne. Ensuite, il y a cet outil qu'on appelle Venware Workstation. Venware Workstation, c'est un outil principal, c'est un logiciel, c'est principal pour l'enseignement. Pourquoi? Parce que vu qu'on est dans une formation qui est très orientée infrastructure, c'est-à-dire on monte des machines, on travaille sur des équipements, vu qu'on ne peut pas avoir chacun chez nous un switch, un routeur, deux ordinateurs, un serveur, ceci, cela, ça serait impossible à gérer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va virtualiser tout ça. Ça signifie que lorsqu'on veut créer un serveur, on n'a pas besoin d'acheter une machine. On va utiliser cet outil qui va nous permettre de créer un environnement virtuel derrière lequel on peut simuler et émuler plusieurs autres systèmes d'exploitation à travers des machines virtuelles. Ça s'appelle VMware Workstation. VMware, c'est une société américaine qui est spécialisée dans les produits de virtualisation et des logiciels. Donc, nous, on va beaucoup utiliser cet outil pour faire tout ce qui est Windows, Linux, sécurité. Donc, c'est cet outil qui va nous permettre, on va vous fournir les clés également. C'est payant, mais on va vous fournir les clés. Donc, c'est cet outil qui va nous permettre de faire en réalité tout le côté pratique de la formation à 80%. 80%, c'est lui qui va nous permettre de faire le côté pratique de la formation.
Ensuite, on va utiliser le logiciel Cisco Packet Tracer. Alors, Cisco Packet Tracer, c'est un outil d'architecture et de simulation que les ingénieurs de chez Cisco ont mis en place pour permettre à d'autres ingénieurs ou techniciens de pouvoir simuler un environnement avant de le mettre en production. C'est-à-dire, si j'achète un switch, un routeur, un pare-feu, un équipement Cisco, entre guillemets, si je veux voir son fonctionnement et être sûr qu'il va m'être utile avant de l'acheter, je peux télécharger cet outil qui est gratuit par contre, mais il faut avoir un compte qui est gratuit. Je m'inscris sur Cisco, je crée mon compte, je télécharge l'outil et je teste la configuration de l'outil, de l'équipement que je veux acheter avant de me dire, OK, ça va me servir, ça répond à mon besoin. C'est un outil de simulation. Avec lui, vous ne pouvez que simuler pour voir comment est-ce que le logiciel, l'équipement va interagir dans votre infrastructure en faisant un dessin. C'est-à-dire, tu dis, OK, je vais acheter un switch, je vais acheter un routeur, je vais acheter un ordinateur, je vais ceci, cela, je vais faire une configuration comme ça. Tu fais tout ça là-bas et tu vois le résultat et après tu dis, OK, ça correspond à ce que je veux. Maintenant, tu peux acheter le vrai matériel et l'implémenter tel que tu l'as fait sur Cisco. Donc, ça, c'est un outil qu'on va utiliser pour faire toute la partie réseau. Tout ce qui sera réseau, on va le faire là-dessus. Parce qu'on ne peut pas avec VMware, en dehors des machines virtuelles, c'est-à-dire des ordinateurs, on ne peut rien créer d'autre. Mais avec Packet Tracer, il y a déjà des outils qui sont pré-enregistrés dans des équipements qui sont préenregistrés dans l'outil. Et nous, on va juste utiliser ces équipements-là. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien supprimer. Donc, ensuite, il y a le support de coût. Alors, le support de coût, c'est le principal parce que c'est via le support de coût que vous allez réellement apprendre ce qu'il y a à apprendre sur la formation. Donc, je prends un exemple. Par exemple, durant la formation, on va voir, disons, Windows Server. Je vais vous partager les supports de coût pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On voit mon écran là. Oui. Vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, ici, on a le catalogue de support de coûts, TAI, TSSR par exemple. Je prends TSSR. Sur TSSR, on a 14 matières. OK, on a 14 matières. Sur les 14 matières, je prends par exemple Windows Server. Sur Windows Server, on a un support de coût que voici. Alors, le support de coût, ça va être votre guide de formation. Ça signifie que lorsque vous allez être en formation, tous les modules que vous devriez apprendre auront un support de coût identique à celui-ci, de la même forme. Ah, il faut que je bascule de l'autre côté. Donc, voilà par exemple le support de coût Windows Server. Dans chacun des supports de chacun des modules que je vous ai montré, il y aura un support de coût de la sorte. Alors, n'ayez pas peur sur le nombre de pages. Par exemple, ici, on va 585 pages. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'on va apprendre 585 pages en 2 semaines? Comment est-ce que on va le faire? C'est très simple. Les supports de cours sont faits sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est un côté explicatif. Avant, il y a le sommaire, il y a le contenu déjà. On décrit bien le contenu des supports de cours. Ensuite, il y a le descriptif de la formation qui est lié avec le support de cours, c'est-à-dire sur le REAC, ce que l'État demande pour passer l'examen, les modules qu'il faut savoir, les connaissances et les compétences qu'il faut avoir. Il faut que le centre de formation inclue ça dans la formation du stagiaire pour qu'à la fin de la formation, lorsqu'un juré vient pour lui poser des questions, il y a des questions type déjà que le juré s'attend à ce que le stagiaire ait appris. Il faut que durant sa formation, il a appris ça. Donc, c'est inclus déjà. Nous, on inclut cette partie-là. On montre bien que lorsque vous passez votre examen, les modules que demande l'État sont bien inclus dans ce support. Et voilà ces modules.
Donc, on voit bien la vue sur notre puits de l'emploi type, les chapitres que l'État dit et les connaissances que l'État demande sont inclus dans ce support. Ensuite, maintenant, il y a le troisième volet qui est le côté explicatif. Okay? C'est une sorte de livre qu'on a fait. Nous, on a fait un livre TSS, si vous voulez, pour chacun des modules. Donc ici, on décrit on décrit Windows, il y a une introduction, les rôles, voilà, c'est de la théorie, c'est de la théorie sur l'histoire de Windows. Il y a la pratique dans la théorie. Ça signifie que quand on parle d'une installation de Windows, on ne parle pas que théoriquement que pour installer Windows, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut cliquer à gauche, cliquer à droite. Non, il y a chaque capture d'écran à chaque étape de configuration. Donc, pourquoi est-ce que nous, on a décidé de faire ça comme ça? Parce qu'on se rend compte que moi, par exemple, de tout mon cursus scolaire jusqu'à la fin, j'ai jamais pu avoir à ma disposition un support qui me permet de pratiquer avec exactitude ce qui est demandé. Ça signifie que si le formateur n'est pas là, je ne peux pas pratiquer. Ça signifie que si je ne vais pas rechercher sur Internet, je ne peux pas pratiquer. Ça signifie que si je ne vais pas acheter le manuel, lire le manuel et comprendre comment il faut faire, je ne peux pas pratiquer. Donc, nous, on a décidé d'écrire un support de cours qui va réunir théorie, pratique, évaluation, exercice et montée en compétences dans le même support. Ça prend beaucoup de temps pour le faire, mais c'était un gros challenge et on y est arrivé. Donc, durant toute la formation, tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous concentrer d'abord sur le support de cours pour apprendre. Vous devez vous concentrer dessus pour apprendre. Le formateur, à chaque fois qu'il y a un chapitre, le support de cours ne remplace pas le formateur. Le formateur prend la peine de vous expliquer déjà chaque partie du sommaire. Ça signifie que si aujourd'hui on veut voir le chapitre, le grand 1, information générale sur la formation TSSR, et ensuite on va voir l'introduction, ensuite on va arriver jusqu'à l'implémentation d'un serveur DHCP par exemple. C'est notre objectif pour aujourd'hui, c'est de voir tout ça. Le formateur va vous expliquer sans avoir toutefois besoin du support, parce que c'est nous qui l'avons écrit, on le maîtrise de A à Z, ou avoir besoin du support, mot par mot, avec ses propres mots, ou avec son glossaire, ou avec sa façon de résumer les pages. Par exemple, si lui va de la page 1 à la page 10, il ne va pas vous lire les 10 pages. Il va vous résumer ça en quelques mots, en quelques phrases, en peu de temps. C'est à vous derrière de prendre les notes et de poser des questions pour que demain, quand vous êtes en train de lire, en fait, ou de refaire à partir du support, que ce soit beaucoup plus simple pour vous lorsque vous lisez. Que vous ayez déjà compris, en fait, ce qu'on veut dire sur les 10 pages et que vous lisez juste pour rapprocher les mots, pour rapprocher les choses. Mais que ce n'est plus inconnu. Parce qu'avant, c'était comme ça que c'est. Aujourd'hui, c'est comme ça dans 99% des écoles, c'est comme ça qu'on enseigne. Et ça signifie que ce que le formateur vous dit, c'est ça la vérité. C'est après que vous pouvez chercher pour voir s'il y a quelque chose à ajouter ou s'il n'y a pas quelque chose à ajouter. Ici, on vous donne la possibilité tout de suite d'avoir un moyen sur lequel vous pouvez vous appuyer déjà pour apprendre en temps réel et aussi le formateur là pour faire comprendre encore plus rapidement ce qui est écrit. C'est-à-dire que si tu lis une phrase et tu dis, tiens, je ne comprends pas ça, il t'explique immédiatement comment est-ce que tu peux comprendre ça avec d'autres mots, avec une autre façon d'expliquer, comme s'il n'y a pas à revenir plusieurs jours là-dessus. Donc, nous, on a regroupé théorie et pratique ainsi que synthèse sur le support. Quand il s'agit de manipuler, vous pouvez manipuler sans avoir besoin du formateur. Par contre, les manipulations, le formateur n'a pas besoin de faire en même temps que vous. C'est-à-dire que si je vais installer une machine, créer une machine virtuelle, je n'ai pas besoin que le formateur le fasse pour que je le fasse.
Pourquoi est-ce qu'on opte pour ça? Supposons qu'on est 10 dans la classe. Moi, je me débrouille très bien. Je n'ai pas besoin de grand-chose parce que j'ai déjà quelques notions. Je connais un peu. Je me débrouille très bien. Alors, si moi, j'ai le support, tu me dis, OK, on va commencer à installer Windows Server. Bon, je vois, je dis, OK, pour commencer, nous allons configurer notre VMware afin d'accueillir notre serveur. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle machine. Je lance mon VMware, je vois là, on a dit, il faut cliquer sur Create. Je clique sur Create. Et voilà, je peux continuer sans avoir besoin que quelqu'un me dise clique à gauche, clique à droite, clique à gauche, clique à droite. Comme ça me permet d'être autonome. Parce qu'en entreprise, quand vous allez arriver en entreprise, il n'y aura jamais personne derrière vous pour vous dire clique ici, clique là, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Peut-être que lors de l'intégration sur la première semaine ou le premier mois, il peut y avoir quelqu'un qui vous introduit bien sur les principes de l'entreprise, comment ça fonctionne, qui vous forme entre guillemets. Mais après, vous êtes amené à travailler tout seul et à vous débrouiller comme vous pouvez à partir de vos connaissances ou de vos recherches pour trouver des solutions aux problématiques de l'entreprise. Donc, le support nous permet déjà d'avoir cette auto-indépendance-là, de pouvoir pratiquer quelque chose qu'on n'a jamais fait, comme si on l'a toujours fait, en suivant pas par pas les recommandations qui sont faites. Et le formateur est là pour vous suivre en disant, là tu fais bien, là tu fais mal. Si tu as une question sur, par exemple, mais pourquoi on choisit la deuxième option et pas la première option, par exemple? Si la réponse n'est pas directement apportée dans le support, parce qu'il y a des trucs, après ça devient logique. Donc, après, ça devient logique. Tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi la deuxième option et pas la première option? Il va te dire. OK? Mais généralement, tout est écrit. Mais il va te dire, donc, c'est pas parce que vous suivez le support lors de la pratique que cela vous empêche de poser des questions. Vous pouvez toujours et vous devez toujours poser des questions quand il y a un truc qui vous semble un peu abstrait ou incompris. Vous dites, Ghislain, c'est moi, Alain, c'est Alain, Quentin, c'est Quentin, Florian, c'est Florian. Comme là, c'est comme là, on est plusieurs. Est-ce que ça, tu peux me réexpliquer parce que là, j'ai pas compris. Et quand vous posez une question, ça signifie que d'autres aussi, forcément, ça va les intéresser. Ils ont peut-être la même question. Donc, du coup, n'ayez pas la crainte de poser des questions parce que quand vous posez des questions, non seulement ça vous aide et ça aide aussi les autres à avoir une réponse sur quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément. Donc, les supports de cours sont très théoriques et très pratiques en même temps. Donc, on se rend donc compte que avec cette méthode, on peut rapidement monter en compétences et évoluer. Ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est un peu vulgariser les connaissances. C'est de se dire que ce qu'on apprend en 2 ans, 3 ans, 4 ans, en réalité, on peut le faire en 6 mois. On peut le faire en 3 mois. Pourquoi? Parce que si on va droit au but à l'essentiel, on te donne toutes les clés en main d'apprendre, tu vas vite apprendre. L'éducation a toujours été faite de telle sorte que on veut que les gens restent le plus longtemps possible dans le cursus scolaire pour un premier temps, pour qu'on soit sûr qu'ils apprennent bien et pour un deuxième temps, pour donner un écart entre ceux qui sortent de l'éducation et ceux qui travaillent. Si tout le monde sort en même temps, tout le monde ne pourra pas travailler. C'était ça le but avant. Mais la main-d'œuvre, vachement, la demande sur le marché a explosé depuis plusieurs années et maintenant se trouve dans le sens inverse. C'est-à-dire, on a plus besoin de gens qui vont travailler et on a moins de gens qui sortent de l'école, qui sortent de l'éducation. Donc, d'où on essaye de trouver ce ratio en donnant des compétences en très peu de temps à des gens pour que lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils sont prêts à l'emploi. Et je peux vous garantir, je peux vous dire, parce qu'on va voir les chiffres après, et vous pouvez demander même autour de vous, à ceux qui ont déjà fait la formation. Tous ceux qui ont fait la formation, soit ils ont trouvé le travail pendant la formation, c'est-à-dire quand ils étaient en stage, soit ils ont trouvé le travail quelques semaines après la fin de la formation. Bref, tous ceux qui ont fait la formation trouvent un travail. C'est comme ça, c'est prouvé. Car la formation, telle que nous, on l'a faite, c'est pas pour faire de la propagande ou pour se vanter. Telle qu'on l'a faite, on a fait une formation
Certes, ça demande beaucoup de travail. On est là pour travailler. Quand on décide de faire une reconversion, de se remettre en cause et dire, pendant 10 ans, j'ai fait un métier qui ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, je veux faire autre chose. Quand on décide de prendre cette décision-là, de passer à autre chose, c'est pas une rigolade. C'est le premier point sur lequel on s'est appuyé pour dire, ceux qui viennent dans la formation pour se reconvertir ne sont pas là pour rigoler, ce sont des gens qui veulent vraiment apprendre. Ils n'ont pas un jour à perdre. Et nous, on va leur donner la possibilité d'en gagner 10. Vous n'avez pas un jour à perdre, maintenant, vous avez la possibilité de gagner 10 jours. 10 jours de plus dans l'éducation, dans la connaissance, à chaque jour de formation. C'est comme si vous gagnez 10 jours. Donc, nous, on a essayé de faire quoi? On voit que la plupart des gens qui se lancent dans l'informatique, c'est pour être développeur, administrateur, ingénieur en cybersécurité et ainsi de suite. Tous ces cœurs de métiers-là, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les opérateurs. Il y a le métier de DevOps pour les développeurs et opérateurs. Les opérateurs, ce sont tous ceux qui mettent en place le mécanisme infractural d'une entreprise. Ce sont eux qui vont gérer les serveurs, peu importe. Je suis une entreprise de cloud, j'ai besoin d'un opérateur, de quelqu'un qui va installer mon serveur, mettre en place le serveur, configurer les accès, assurer la sécurité pour que un développeur prenne accès, pour que peu importe quoi prenne accès dessus. Donc, nous, on est du côté opérateur. Donc, dans l'opérateur, il y a un technicien qui peut venir faire la maintenance, c'est-à-dire dépanner le serveur, changer le disque dur, diagnostiquer pour voir si le matériel est conforme, passer des câbles, vérifier les LED, faire le choix des composants du serveur et ainsi de suite. Ça, c'est la formation TAI. Elle est inclue dans notre formation TSSR. Ça signifie que quand tu fais une formation TSSR, déjà, tu as déjà les compétences d'un TAI. Une chose. Deuxième chose, ensuite, on a besoin d'une personne qui a des connaissances plus ou moins avancées dans l'installation et l'administration du serveur, à savoir configurer des prises en main, mettre un minimum de sécurité, gérer et installer des rôles, configurer de façon basique ou avancée certains rôles, et ainsi de suite. Ça, c'est la formation TSSR. Dans la formation TSSR, tout ça y est inclus. Ensuite, il y a l'administrateur et l'ingénieur qui vont venir pour diagnostiquer et analyser quel type de rôle on peut installer pour que ce soit plus optimal, résoudre des problèmes complexes ou alors développer la plateforme pour la migrer vers d'autres services beaucoup plus récents, beaucoup plus performants et assurer son bon fonctionnement sur la durée. Ça, c'est administrateur et ingénieur. Dans la formation TSSR, on a également intégré ça. Donc, nous, on a fait une formation TSSR qui regroupe 4 blocs. Le premier bloc, c'est le technicien. Ok, si vous faites une formation TSSR, peu importe l'état du marché, vous pouvez vous en sortir. C'est-à-dire, vous pouvez sortir, vous dites, OK, je vais être technicien, vous êtes compétent. On a fait une formation TSSR de telle sorte que vous pouvez être administrateur général, c'est-à-dire, quand vous sortez, peu importe l'état du marché, vous pouvez voir un poste d'administrateur junior ou technicien système ou technicien réseau. Vous allez souscrire à l'offre, vous avez des compétences parce que ça fait partie de votre cursus. On a fait une formation TSSR de telle sorte que si vous voyez une offre d'emploi administrateur, vous allez souscrire parce que vous avez des compétences en administration, système et réseau, ainsi qu'en sécurité. Vous allez souscrire. On a fait une formation TSSR qui peut répondre. On a fait une formation TSSR aussi qui se rapproche du métier d'ingénieur. C'est-à-dire, si vous voyez une offre ingénieur, tout ce qui est là-dessus, ça va vous parler, mais vous n'aurez pas peut-être des compétences sur certains points, mais tout ce que vous allez voir dans l'offre, ça va vous parler. Alors, dans ce cas, comment répondre à ce type d'offre? C'est en poussant l'entreprise à vous former sur les produits sur lesquels vous allez travailler. C'est comme ça que plusieurs stagiaires ont pu avoir ces postes.
Ils arrivent devant l'entreprise, ils passent l'entretien. On voit bien qu'ils ont des notions et qu'ils connaissent bien de quoi il s'agit, mais qu'ils ne connaissent pas le produit sur lequel ils vont travailler. On les fait faire des formations et après, on les embauche. Il y a beaucoup de mecs qui sont chez Thales, chez Orange, dans des banques. Beaucoup, je ne peux même pas compter. Donc, la formation TSSR telle que l'on l'a montée, ça demande beaucoup de travail pour les stagiaires. Et aussi, la récompense à la fin est bien méritée parce qu'on a ciblé que si tu veux commencer ta formation en TAI et que tu vois que finalement TAI c'est facile et que tu peux faire TSSR, pendant ton cursus de formation, pendant ta formation, tu peux basculer en TSSR. C'est-à-dire, monsieur inscrit en TAI, il dit, au bout d'un mois, je me rends compte que tiens, TAI là, c'est facile. Je peux faire TSSR parce que c'est pas loin de ce que je fais. On te dit, passe en classe TSSR, c'est pas un souci. Du jour au lendemain, tu passes en TSSR. Si tu fais ta formation TSSR, lorsque tu l'as fini, tu dis, tiens, il y a une formation AIS là qui m'intéresse, je vais la faire. Quand tu commences la formation AIS, tu dis, mais tiens, j'ai déjà fait tout ça en TSSR. Tu te rends compte que la formation TSSR que tu as passée, en fait, il y avait déjà de l'AIS à l'intérieur. Ce n'est plus nouveau pour toi. Il y a quelques notions, quelques nouvelles notions que tu vas avoir, forcément, mais qui te parlent, qui sont très liées avec ce que tu as pu faire en TSSR. C'est juste une continuité, c'est une suite, c'est une autre façon de faire, c'est un avantage qu'on apporte à ce que tu as pu faire, c'est une amélioration. Et vice-versa, si tu vois une formation sur ingénieur en système et réseau, sur Cisco, tu dis, tiens, je vais aller faire. C'est une continuité. Tu dis, tiens, en TSSR, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà fait ça. Maintenant, c'est une autre façon de faire. Donc, c'est pour ça que nos supports sont assez chargés. Mais cette charge-là, vu que la preuve, c'est que il y a une centaine de stagiaires qui sont passés avant vous et qui ont eu le même cursus, et ils l'ont fait en une semaine, d'autres en 5 jours, d'autres en 4 jours, d'autres en 10 jours, et ainsi de suite. Donc, les délais qu'il y aura sur le planning sont conformes pour faire tout ce qu'on aura à faire. Donc, ne regardez pas la taille du support ou le nombre de pages, il faut juste travailler. Pour commencer, il faut commencer. Il faut juste travailler. OK? Il faut juste travailler. Donc, les supports de cours, vous aurez sur tous les modules des supports de cours pareil, avec des cours théoriques et pratiques dans le support, plus le formateur qui est là de 9h à 17h en temps réel. Il vous parle, il vous explique, il vous surveille, il partage vos écrans, il voit ce que vous faites, il vous dit si c'est bien fait, il vous dit si c'est mal fait, vous avez des explications, il répond. Il y a des moments où il vous dit, OK, on va arrêter la pratique, on va commencer la théorie, je vais expliquer de là à là. Pendant la pratique, il partage vos écrans, il regarde, il dit non, tu es en train de mal faire, regarde comment c'est écrit sur le support. Là, on a dit de cliquer à gauche, toi, tu as cliqué à droite, voilà, concentrer. Il y a vraiment une discipline qui se suit durant la formation pendant 3 mois. Et nous, on a décidé de faire la formation en 3 mois au lieu de faire en 1 an, en 5 mois, en 6 mois, quand on fait d'autres centres de formation. Pourquoi? Parce que vous redis encore, nous-mêmes, on a été formateurs et même aujourd'hui encore, j'assure les formations chez d'autres centres de formation. Et quand je regarde, après, c'est moi qui mets en place pas mal de formations dans les centres de formation. Et quand je regarde comment est-ce que les centres de formation opéraient avant, c'était un gâchis de temps. Vous faites une formation sur 6 mois, mais en réalité, sur les 6 mois, vous n'apprenez que pendant 3 mois, en fait. Et les autres 3 mois, c'est plein d'autres choses c'est de la perte de temps en réalité. Vous allez faire des entretiens, vous allez faire des suivis, vous allez faire des révisions, vous allez faire de la mise en pratique cas général, vous allez faire ceci, cela, du français, vous allez, voilà. Quand tu sors de là, tu n'as pas besoin de tout ça. Ce que tu as besoin quand tu vas sortir de la formation, c'est là, c'est en face de toi. Donc, nous, on est allé vraiment à l'essentiel de ce que vous avez besoin de connaître quand vous allez arriver sur le marché de l'emploi. C'est ça que vous avez besoin, c'est l'essentiel. On est allé à l'essentiel du métier d'informaticien, du métier de technicien supérieur système et réseau ou de TAI ou d'administrateur système et réseau. On est allé à l'essentiel et derrière, il y a
tout un socle aussi qui vous permet d'avoir une formation de qualité parce que derrière, il y a un suivi, il y a des évaluations, il y a des oraux, il y a des projets, il y a des présentations de projets. Et pendant la formation, vous faites tout. Vous faites. Donc, par exemple, pour Windows Server, on suppose qu'on est arrivé à la fin du chapitre, on l'a fini complètement. Voilà, on a fini notre Windows Server. Donc, une fois qu'on a fini un module, on a l'évaluation. On a deux types d'évaluation. On a une évaluation écrite et on a une évaluation orale. L'évaluation écrite, c'est un questionnaire avec des questions ouvertes et à choix multiples sur lesquels on va vous dire, OK, voilà, un questionnaire Windows Server, on va vous poser des questions, quel aura d'un serveur, nanana. Pendant 1h30, vous devez y répondre. Ensuite, on a l'évaluation orale. L'oral, par contre, c'est vous et le formateur uniquement, face à face, yeux dans les yeux. Il vous pose des questions et lorsque la notion est vue, il va tout simplement dire à qui. Lorsqu'elle n'est pas connue, il va dire non à qui. Lorsqu'elle est, vous avez une idée, mais ce n'est pas très juste, il va dire partiellement à qui. Donc, à la fin, il y a un pourcentage, par exemple, je mets ici comme ça. À la fin, il y a un pourcentage entre les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Et ici, une note. À partir de là, on peut voir que, bon, sur Windows Server, par exemple, WSUS, c'est pas bien acquis. Client léger, c'est acquis, et ainsi de suite. Là, le formateur peut décider en fonction des résultats communs à tous les stagiaires de faire une séance de rattrapage, de dire, OK, sur le module Windows Server, on a tous eu de la difficulté sur tel service. Je vais reprendre l'explication de ce service. Ce service, il va reprendre jusqu'à ce que ce soit clair pour vous. Okay? Donc, derrière également, il y a des questionnaires. Vous êtes amené à évaluer votre formateur tous les mois et à échanger avec le responsable pédagogique. Ça peut être moi ou ça peut être avec quelqu'un d'autre sur chaque module. Donc, ça signifie qu'une fois que l'évaluation est finie, il y a le tableau statistique de l'évolution de chaque stagiaire durant la formation et ainsi que le questionnaire qui répond. Donc, vous avez un questionnaire que vous répondez et à partir de ce questionnaire, si le formateur ne prend pas assez de temps pour répondre à vos questions, c'est ouvert, vous dites ce que vous pensez. Si c'est bien, vous dites que c'est bien. Si c'est pas bien, vous dites que c'est pas bien, que le formateur est bien ou bien s'il n'est pas bien. S'il prend du temps pour vous expliquer, et ainsi de suite. Et derrière, on voit avec le formateur quelle est la solution qu'on peut apporter. Et le responsable pédagogique s'entretient avec vous en vous disant, OK, voilà, pour ce problème, voilà la solution qu'on propose, pour ça, individuellement. Et on arrive toujours à trouver une solution, toujours. Donc, l'encadrement, il est plus ou moins assez strict, il est assez bien fait. Et derrière, l'essentiel, tout ça, c'est pour que vous vous concentrez sur l'essentiel qui est la formation. Le métier que vous devez apprendre, c'est ça qu'on veut que vous vous concentrez dessus. C'est pour ça qu'on a tout axé sur l'aspect pédagogique pour que le stagiaire, lorsqu'il entre en formation, rien ni personne ne puisse lui pousser à abandonner ou à ne pas comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ça signifie qu'à la fin de la formation de la journée, si vous voulez refaire ce que vous avez fait, vous avez le support de cours, vous avez vos notes, vous pouvez reprendre tout de vous-même sans que personne ne soit là pour vous dire. Vous pouvez vous réunir en groupe de travail pour vous mettre d'accord entre collègues et travailler et ainsi de suite. Ce que beaucoup font. Donc, côté pédagogie, et ainsi pour tous les supports de cours, c'est pareil. On a tous les supports de cours, c'est pareil. Tous. OK? Tous les supports de cours, c'est pareil. Il y a le côté théorique et le côté pratique, le côté théorique et le côté pratique. Alors, quand c'est utile, par exemple, bon, utile, il n'y a pas de pratique, c'est que de la théorie. Et ainsi de suite. Mais sur tous les supports de cours, sur tous les modules, vous aurez un support de cours, vous aurez un cas pratique, une évaluation, un projet. À la fin du module maintenant, lorsqu'on sait qu'on a fini avec le module,
on l'a vu, le formateur vous remet un projet. Okay? Le projet, c'est une thématique qui est donnée à partir d'un exemple d'entreprise avec plusieurs cas de figure, avec plusieurs problématiques. Vous le faites en groupe. Ça signifie que vous avez un groupe de 3, 4, 5 personnes en fonction du nombre de stagiaires que vous êtes dans la classe. Vous le faites en groupe et vous avez une date à laquelle vous devez la présenter. Donc, ça signifie que vous pouvez être sur le projet Windows Server, on peut vous donner le projet Windows Server, mais vous êtes déjà sur le module réseau. Donc, c'est à vous de trouver du temps entre les membres du groupe et se dire, bon, on se donne rendez-vous tel jour, telle heure, ou bien chacun va de son côté, vous faites votre feuille de route en disant, je fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Bref, le formateur vous expliquera comment est-ce que vous faites. Et une fois que c'est fini, votre date de présentation du projet arrive, vous avez une demi-heure, une heure, vous présentez le projet à tous vos camarades, comment est-ce que vous avez fait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, non seulement ça vous perfectionne pour être prêt à répondre aux besoins des entreprises et en plus, ça vous donne des compétences pour valider ce que vous avez appris sur le module. Dans tous les modules, il y aura un support de cours, une évaluation écrite, une évaluation orale et un projet à présenter en X temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens d'expliquer sur les supports de cours? Non, c'est très bien, merci. OK. Ensuite, il y a le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, ça permet de donner des nouvelles. Okay. Par exemple, si vous avez une question, bizarrement, vous êtes en train de lire un truc le week-end, vous avez une question, vous pouvez toujours écrire. S'il y a quelqu'un qui a une solution, ça permet de garder le contact et même après les examens, de rester en contact, de savoir où on a évolué et ainsi de suite. Donc, le groupe WhatsApp, nous, on a toujours eu des groupes WhatsApp avec chaque groupe. Comme ça permet d'échanger. Si vous faites un truc et que vous avez une question, bizarrement, vous ne trouvez pas une solution, vous pouvez toujours envoyer un message sur le groupe en disant est-ce que quelqu'un a une solution. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible. Ça permet de donner des nouvelles. Peut-être qu'on n'a pas Internet, on a un problème d'Internet, on n'arrive pas à se connecter. C'est toujours bien de dire désolé, j'ai pas Internet, je vais me connecter un peu plus tard. Qu'on ne soit pas dans l'inquiétude d'attendre une personne en cours et qu'elle n'arrive pas. Donc, aujourd'hui, nous on propose ces deux formations, TAI et TSSR. Alors, ceux qui font TSSR et ceux qui font TAI, vous êtes dans la même classe. Sauf que le support TSSR et le support TAI sont limités. Le TAI, il est limité à une partie du support TSSR, mais c'est pratiquement le même support, mais sauf qu'il y a certains services que lui n'a pas besoin de voir parce que ça ne lui sera pas demandé lors de l'examen. Par exemple, si sur le TSSR, on a 12 services à voir, le TAI lui aura 5 services à voir. Mais c'est juste les 5 services qu'il apprend, le TSSR l'a appris pareil. Okay, donc c'est pour ça qu'il dit c'est une continuité. Si il voit que les 5 services, mais en fait c'est évident, il comprend. Pourquoi ne pas faire un TSSR? Parce que finalement le TAI c'est un bac plus et le TSSR c'est un bac plus 2. N'oublions pas quand même. On arrive à avoir un bac plus 2 en 5 mois. C'est intéressant quand même. Donc, le TAI, voilà les différents modules qui composent le module TAI. Et sur chacun des modules, il y a un support de cours comme celui qu'on vient de voir. Pareil pour le TAI. Donc, il y a 11 matières, 11 modules sur le TAI pour 15 modules sur le TSSR avec un module complémentaire. Donc, ça fait 20 modules pour le TSSR et 15 et 11 pour le TAI. Donc, on voit quand même la différence. C'est plus chargé le TSSR. Donc, le TAI, voilà l'ensemble des services qu'il doit apprendre. À la fin de la formation, il doit être capable de connaître toute cette thématique. Et si on va sur TSSR, on va voir que toutes ces thématiques sont incluses. Toutes ces thématiques-là sont incluses. Donc, le REA qu'ils nous ont dit, voilà ce qu'on met dans le programme TSSR. Chapitre 1, chapitre 2, dans les CCP, ce sont des certificats de compétences professionnelles.
il faut en valider 3 pour avoir le titre, pour avoir le diplôme. Si on n'en valide que 1, on a juste une attestation que l'État nous délivre, comme quoi on est apte à travailler sur ce module. Ça signifie que si je passe mon examen TAI, par exemple, je ne valide pas les 3, je valide juste le CCP1 et le CCP2. L'État va m'envoyer des attestations et non des diplômes. Il va m'envoyer 2 attestations séparées. Une pour dire que j'ai le droit de travailler sur l'installation et le déploiement de PC Master, nanana, et superviser un réseau. Mais je ne peux pas travailler sur les autres parce que je n'ai pas les compétences selon l'État. Et quand vous avez les 3, il vous envoie le diplôme en lui-même. Donc, voilà les différentes thématiques qui interviennent sur le TAI. Et les secteurs qui emploient les TAI, c'est les entreprises de services numériques, les DSI, les PME, les collectivités. Et les emplois types, c'est technicien d'assistant en informatique, technicien de maintenance, technicien de déploiement. Alors, on voit plus technicien. En réalité, le TAI, c'est ce technicien-là qui sera le plus proche des utilisateurs à chaque fois. Ça signifie que lorsqu'on est TAI, on va souvent travailler dans des entreprises et on sera le plus proche des utilisateurs. En cas de problème des utilisateurs, c'est d'abord nous qui intervenons. Et là, ça nous dépasse, on passe la main à un TSSR. Et la tranche salariale est située entre 1 600 € et 2 300 €. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ensuite, le TSSR, on voit que c'est beaucoup plus chargé. C'est beaucoup plus chargé, mais c'est une continuité de ce qu'il y a dans TAI. Donc, si on fait le tableau croisé entre TSSR et TAI, on va voir qu'il y a déjà la moitié des modules TAI qui sont inclus ici. Mais ils sont inclus sur une thématique. Par exemple, sur le CCP1, mettre en service un équipement numérique qui résout les problèmes, ça peut déjà faire partie de 2 CCP sur le TAI. Ça veut dire que sur le TAI, si par exemple on vient ici, on dit mettre en service un équipement numérique. Ça, c'est un CCP. Mais quand on vient sur le TSSR, ça, c'est une compétence. Mettre en service un équipement numérique. Donc, ça signifie que derrière cette compétence, sur le TSSR, en un chapitre, on va dire, on va voir toutes ces matières. Alors que sur le TAI, en un CCP, on va avoir plusieurs matières. Donc, on va décomposer une matière en plusieurs petites matières pour que ça fasse long, pour que ça dure, en fait. C'est ça le truc. C'est quand on se dit, OK, comme lui, il n'a pas suffisamment de compétences pour le faire, ce qu'on apprend en TSSR en une semaine, lui, on va lui faire apprendre ça en un mois, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Mais s'il a fini en une semaine, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner les pouces à refaire, à faire des exercices, à faire des exercices, à faire des exercices, à faire des exercices. Alors, autant mieux que s'il peut le faire en une semaine, c'est qu'il a les compétences pour être TAI. C'est pour ça que ceux qui veulent s'inscrire en TAI, je les laisse s'inscrire et je leur dis à tout moment, si le formateur déjà il voit que vous êtes à l'aise et que vous avez les compétences pour faire TSSR, autant mieux faire TSSR parce que ça sera plus valorisé que le TAI quand vous allez finir la formation. Autant mieux faire TSSR. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en TAI au départ, mais ils finissent TSSR à la fin. Ils sont plutôt contents. Donc, le TSSR va déjà regrouper tout ce qu'il y a dans TAI. Déjà, il regroupe tout ça et tu passes ça vite fait. Et ensuite, maintenant, tu as les nouvelles notions qu'on n'aborde pas chez TAI. Donc, sur le TSSR, voilà, dans le programme, on a le CCP1. Le CCP1, assister les utilisateurs en centre de service et on a plusieurs compétences professionnelles qui en résultent. Et on a plusieurs matières maintenant. On a la bureautique, on a GLPI, on a ITIL, on a Windows Server, on a Linux, et ainsi de suite. Okay? Donc, sur chacun de ces éléments, il y a un support de cours qui vous sera donné, il y aura des évaluations écrites et un oral. Même si ça dure, même si la matière dure 1 heure, en 1 heure, vous allez faire un truc, c'est fini pour la matière. En une journée, vous allez faire des matières. La bureautique, vous pouvez faire Word en une journée ou en une demi-journée.
Excel, vous pouvez faire Excel en une demi-journée. Il y a des stagiaires qui ont réussi à faire Excel en une journée, en 1 heure, même s'ils avaient fini. Et derrière, ils ont enchaîné avec l'exercice et après, ils ont enchaîné avec l'évaluation. Donc, tout dépend. Tout dépend de votre façon d'apprendre, de votre rythme d'apprentissage, des moyens que vous vous donnez. Le support qui est en du bord, que l'objectif du support, c'est de le faire en 2 semaines, vous pouvez le faire en 1 semaine. Si le groupe le fait en 1 semaine, c'est tant mieux, on passe à autre chose, on avance. On enchaîne avec les évaluations. Comme ça, on est en avance sur le programme. Autant mieux être en avance sur le programme qu'en retard. Donc, le CCP2, pareil, on a essayé de décortiquer un peu les grandes lignes de toutes les notions qu'on va aborder sur chaque chapitre. On a essayé de décortiquer pour que ça soit un peu plus clair pour ceux qui prennent ce programme-là, ce planning, qui voient clairement ce qu'ils vont apprendre à la fin. Donc, moi, je me souviens quand il y a des collègues ou des amis, des mecs qui font la formation, quand ils disent « Qu'est-ce que vous faites de ma formation ?» Les amis sont des ingénieurs ou travaillent déjà dans des entreprises. Je le vois tout le temps en formation, comment il appelle son ami pour dire « J'ai fait ça, 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 ça », juste pour être sûr qu'il n'est plus en train de faire quelque chose qui correspond à mes dits. La personne a dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça te parle. Il me dit, mais tu fais quelle formation en fait? Tu fais vraiment une formation Bac+2? Je dis, oui, c'est Bac+2. Mais il dit, mais moi qui suis ingénieur, c'est ce que je fais et je l'ai jamais fait en formation. Voilà. Donc, juste une façon de dire que l'analyse du marché qu'on a pu avoir, c'est de se dire, on va vulgariser les choses. On va vulgariser les choses de telle sorte que tous ceux qui sont motivés à apprendre vont y arriver. Et ils auront des compétences qui seront largement au-dessus du diplôme qu'ils ont obtenu. Comme ça, quand ils arrivent sur le marché du travail, l'employeur a le choix de dire, OK, je recrute ce mec qui a un Bac+2, mais je vois clairement qu'il est au-dessus du Bac+2 et que d'ici 3 ans, il sera encore plus au-dessus même de mon ingénieur qui est là parce qu'il aura progressé. Il le recrute, au lieu de lui payer 3 500 € comme un ingénieur, je lui paye 2 600 € ou 2 500 comme un technicien. Et demain, il va remplacer cet ingénieur. C'est vraiment ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs ils sont limités à des secteurs, alors que le TSSL, ça c'est une formation, on voit bien que ça touche plusieurs blocs de compétences. Aujourd'hui, on parle de Linux, demain on parle de la veille technologique, après on parle de la supervision, après on parle de la sécurité, on parle des scripts, on parle de Windows, on parle des réseaux. Donc, on touche plusieurs secteurs d'activité. Alors qu'un ingénieur Linux, c'est un ingénieur Linux. Si tu es dans Windows, il ne sait pas quoi te dire sur Windows. Mais tu es dans Linux, il est calé. Nous, on va pouvoir toucher Linux, on va pouvoir toucher Windows, on va pouvoir toucher les réseaux, on va pouvoir toucher la virtualisation, la sécurité. On peut travailler dans toutes les équipes d'une entreprise. C'est ça le réel avantage de cette formation. C'est que notre domaine de compétences s'élargit sur plusieurs secteurs d'activité. Et ça, franchement, c'est une mine d'or. Parce que quand vous faites vos CV et vous faites ressortir tout ça, peu importe l'entreprise qui reçoit le CV, ils ont envie de vous embaucher. Parce qu'ils voient un mec qui va les faire non seulement économiser l'argent et centraliser tout. Il y a beaucoup de stagiaires qui sont sortis de la formation. Après 9 mois dans les entreprises, ils sont chefs d'équipe. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à centraliser tous les départements et aller gérer en disant, OK, le cloud, on va le faire comme ça, la sécurité, on va faire comme ça. Et il peut parler de tous les sujets. Et du coup, son chef se voit plus proche de communiquer avec lui et d'avoir des résultats de lui que de faire toujours une réunion avec 10 personnes et écouter l'avis de chacun. Lui peut écouter l'avis d'une seule personne, de 10 personnes et se créer un avis parce qu'il connaît tous ces secteurs-là. Donc, le technicien supérieur système et réseau, lui, il a plusieurs secteurs d'activité. En plus de travailler en tant que technicien, il peut travailler aussi en tant qu'administrateur. Alors, il n'est pas technicien de proximité, il est plutôt technicien opérateur. Ici, c'est plutôt le côté opérateur.
Donc, technicien système et réseau, technicien support, technicien réseau, technicien informatique, technicien d'exploitation, administrateur Linux ou administrateur tout court. OK? Et lui, il prétend entre 2100 et 2900 euros. Franchement, ça, c'est pas gagné. Pour une personne qui touchait, je ne sais pas, 2500 euros en tant que conducteur de bus depuis 15 ans, mal de dos, fatigue et ainsi de suite, tu arrives à toucher la même chose, mais en travaillant dans ton bureau, bien au chaud, ou en télétravail, ou comme tu veux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Non, c'est bon. OK. Donc, maintenant, depuis que nous, on a commencé cette formation depuis 2018, je parle de notre centre. Sur les autres, je ne sais pas, mais je parle de notre centre. Voilà les retombées des résultats de ceux qui finissent la formation. On voit que 83% de tous ceux qui finissent la formation ont trouvé un emploi dans les 5 mois qui ont suivi la fin de formation. Donc, le maximum, hein, celui qui a trouvé le travail qui a duré le plus longtemps possible, c'est sûr, même parce qu'il est allé en vacances. Il a fait 5 mois. 5 mois après la fin de la formation, 80%, ils ont trouvé, 83% ils ont trouvé un travail. Et les 16 là, c'est soit ils ont continué notre formation derrière, soit ils sont retournés travailler parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ou alors, ils sont toujours tranquilles, ils se disent, bon, je vais encore profiter un peu du Pôle emploi ou de mes vacances ou de mon congé, de ceci et de cela. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. S'ils veulent, ils vont trouver. OK? 100% d'anciens candidats sont satisfaits de leur poste. Ça signifie que lorsqu'ils ont trouvé le travail, ils sont allés travailler, ils ont vu que le travail qu'ils font est très, très fortement lié à la formation qu'ils ont passée. Okay? Est très, très fortement lié à la formation qu'ils ont passée. Voire même, ils utilisent encore les supports de cours pour refaire certaines choses dans le travail. Ils les utilisent encore. Le temps passé avant que les candidats aient trouvé un emploi, 50% d'entre eux, aussitôt qu'ils étaient encore même en formation, ils avaient déjà trouvé. Il n'y a pas eu d'attente. 10% pendant la période d'entreprise, de stage en entreprise, parce que le stage est obligatoire. Donc, quand ils arrivent en stage, l'entreprise voit comme ils se débrouillent, ils ont juste envie de les garder. Et il y en a plein comme ça. Plein. Dès qu'ils arrivent en stage, on leur dit, on va vous garder. Parce qu'on voit ce qu'ils sont capables de faire. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. À chaque fois, on leur demande, mais vous avez fait la formation où? Vous avez fait la formation où? En combien de temps? Et ce sont ces mêmes entreprises-là demain qui nous appellent pour nous dire, on aimerait que d'autres salariés de chez nous viennent faire la formation chez vous. Parce qu'on ne croit pas, en fait, quand on dit que tu vas faire la formation de TSSA en 3 mois, les gens disent, mais c'est pas possible. Nous, on le fait en 5 mois et déjà c'est dur. Nous, on le fait en 1 an et déjà c'est compliqué. Mais non, c'est parce que vous n'avez jamais écrit une formation. Ceux qui parlent là, ils n'ont jamais écrit une formation. Ils ne savent pas comment ça se passe. Nous, on a bien compris comment ça se passe. L'essentiel se trouve dans ce qu'on apprend. Et ce qu'on apprend, c'est ce que le formateur dit. Ce n'est pas l'État, ils ont donné des consignes à suivre, on les respecte et derrière, on a boosté tout ça. Donc, c'est très faisable. En 3 mois, il n'y a pas de souci, vous le faites. Vous le faites. Mais il faut travailler, comme tout dans la vie, il faut travailler. Donc, 80% des candidats considèrent que la formation leur a aidé à trouver un emploi. Donc, s'ils n'avaient pas fait de formation, ils n'auraient pas eu un emploi. 80%. Okay. Ensuite, les différents secteurs dans lesquels ils ont trouvé de l'emploi, c'est le secteur bancaire, c'est le secteur de la communication, de l'automobile, de l'ingénierie,
le secteur public, la sécurité, l'immobilier, l'hospitalier, la formation, le commerce et des détails de la chaussure, les entreprises et les services informatiques. Donc, on voit bien que tous les secteurs, entre guillemets, pratiquement tous les secteurs d'activité permettent d'embaucher des informaticiens, plus précisément des TSSR ou TAI ou administrateurs. Tous les secteurs, pratiquement, tous les secteurs économiques permettent de vous trouver une place dans ces entreprises-là, tous les secteurs. Donc, la formation n'est pas à négliger, elle est vraiment importante. Moi, je la conseille énormément. Déjà, vous gagnez énormément de temps, vous la faites en 3 mois, vous la faites à distance, vous avez 2 mois de stage, donc en 5 mois, tu as changé de vie. En 5 mois, c'est un sacrifice. Ça signifie qu'en 5 mois, tu es dédié à faire ça, tu te concentres sur ça, mais une fois que c'est fait, tu as changé de vie. Tu n'es plus la même personne. Que d'attendre des années passées, des années passées, des années passées, autant mieux faire ton sacrifice maintenant. 5 mois de sacrifice, c'est pas jeter, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu passes ton examen, tu l'as, c'est fini, tu as changé de vie, tu n'es plus la même personne. Donc, les types de profils qui sont souvent amenés à être des informaticiens, alors ça, c'est juste une façon de représenter des gens qu'on a l'habitude de voir dans le monde informatique. C'est une image, c'est une imagination entre guillemets. Ça ne veut pas dire que forcément il faut être comme ça. Donc, être autonome, bon, quand on dit être autonome, c'est surtout du fait que lorsqu'on travaille en tant qu'informaticien, généralement on est tout seul. Ou même quand on est en équipe, le problème qu'on a face à nous, c'est un problème qu'on doit trouver la solution. Souvent, on ne l'a pas, il faut qu'on aille chercher pour la résoudre. C'est le côté autonome. Alors, même pendant la formation, quand vous êtes en train de pratiquer, voilà, vous devez être autonome, être capable de voir les étapes de configuration, les suivre et les appliquer et comprendre même ce que vous avez fait. Dans le cas où vous n'avez pas compris, vous êtes en apprentissage, vous posez des questions, vous interrogez le formateur, vous demandez des explications. C'est ça qu'on appelle être autonome, c'est avoir quelqu'un qui peut déjà très bien se débrouiller, qui peut être en mesure de se débrouiller sans toutefois avoir besoin à chaque fois qu'on lui tienne la main pour qu'il puisse avancer. Généralement, les gens qui ont besoin d'être managés sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas, ils savent pas quoi. Ils sont pas compétents, ils sont pas bons. Celui qui sait qu'il peut arriver à un résultat, généralement, il n'a pas besoin d'être managé, il a besoin d'être guidé, d'être accompagné. C'est plus un accompagnement. De savoir que tu es en train d'avancer, on te dit, tiens, tu mets ton pas à gauche, si tu mets ton pas à gauche, tu vas faire moins de pas que si tu te mettais à droite. C'est différent que de te tenir le pied, de le mettre à gauche, toi tu le mets à droite, on reprend encore, on le met à gauche, toi tu le remets à droite. Non, tu n'as pas compris. Si tu le mets à gauche, c'est parce qu'il n'a pas compris, il ne sait pas faire. Donc, être autonome, c'est ça. Dans les entreprises, tous les salariés qu'on manage le moins, c'est ceux qui progressent le plus. Tous ceux qu'on manage trop, c'est ceux qui ne progressent pas. Donc, il faut apprendre à être autonome. Curieux, ça signifie que lorsqu'on parle d'une notion, une fois que vous l'avez compris, il faut être curieux d'aller voir s'il y a des évolutions, s'il y a des améliorations. Voilà, peut-être vous avez appris Active Directory aujourd'hui sur le support, tu l'as compris bien, le formateur te l'a expliqué, tu l'as compris. Mais sois curieux quand même d'aller sur Internet, dire Active Directory là, que j'ai lu là, ça parle de quoi? Est-ce qu'il y a un film sur Active Directory? Est-ce qu'il y a une vidéo sur Active Directory? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle d'Active Directory? C'est qui Microsoft? C'est voilà. Donc, c'est ça la curiosité. Avoir le sens de la discrétion, parce qu'en informatique, on sait que c'est pénal. Si vous faites des configurations dans une entreprise et que vous divulguez cette configuration, vous les utilisez à des fins autres que les raisons pour lesquelles vous avez été convoqué ou bien employé pour le faire, ça peut vous causer préjudice, mais il faut être discret. Passionné par la science-fiction, bon, passionné pourquoi? Parce que d'un côté, on a cet effet réaction là, que lorsqu'on configure un service, lorsqu'on y accède, on a un résultat par rapport à ce qu'on a produit. C'est comme si on était dans une matrix qu'à chaque fois que tu
pousses un pion, il y a une action qui se produit. Tu es curieux de voir l'action. Donc, c'est un peu le côté science-fiction de l'informatique. Passionné par les films et les livres d'espionnage, oui. Après, voilà, avant que je fasse l'informatique, j'avais jamais vu de films d'espionnage. Et même aujourd'hui, j'en vois très peu. Donc, passionné des jeux vidéo, oui, souvent les geeks, on les appelle les geeks, ce sont tous ceux qui sont toujours coincés derrière leur ordinateur, en train de jouer, de parler avec d'autres et de monter, entre guillemets, leur petit monde virtuel. Mais il ne faut pas trop rester dedans non plus, sinon après on s'y perd. Il faut rester dans la réalité. Passionné d'électronique, passionné des jeux de société, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est juste une façon de dire, voilà, ce sont plus des signes qui montrent que la personne va être informaticien. Moi, j'en connais plein. Quand j'étais petit, c'était tout ça, mais ils n'ont jamais été informaticiens. Ça ne les intéressait pas. Donc, c'est plus pour, voilà, plus pour catégoriser, entre guillemets. Ensuite, les prérequis et conditions d'admission. Alors, pour pouvoir s'inscrire à la formation, ça c'est obligatoire par contre. Parce que sans ça, ce ne sera pas possible pour vous de suivre la formation. Pour pouvoir s'inscrire à la formation, il faut avoir une utilisation courante de l'ordinateur et d'Internet. Vu que tout va se passer à distance, pour ceux qui seront à distanciel, il n'y aura pas de formateur qui va venir chez vous pour vous dire allumer la box, allumer l'ordinateur, appuyer sur la touche du clavier, et ainsi de suite. Il faut que vous soyez déjà capable de vous connecter à Internet, d'allumer votre ordinateur, de vous connecter à Internet, à la classe, pour commencer à échanger avec le formateur. Si on n'est pas capable de faire ça, d'utiliser un ordinateur couramment, ça va être compliqué. Quand on va dire aller dans le panneau de configuration, ben, c'est où le panneau de configuration? Oui, il faut cliquer sur la barre de recherche. C'est où la barre de recherche? Donc, ça, c'est l'utilisation courante de l'ordinateur. Cliquez sur le logo de Windows. C'est où le logo? C'est quoi le logo de Windows? C'est où le logo de Windows? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation courante d'un ordinateur. Ça, il faut quand même déjà savoir ouvrir des dossiers, créer des dossiers, aller sur Internet, télécharger une application, installer une application, ouvrir une boîte mail, cliquer sur un lien, voilà. Il faut déjà quand même être capable de faire ça. Je pense que tous ceux qui pensent s'inscrire à la formation sont déjà capables de le faire. Ça, c'est pas... Avoir une bonne culture générale. Alors, la culture générale ici, c'est pas de savoir déjà tout en informatique. C'est de savoir, c'est un mot-clé en informatique. Un clavier, le clic droit échappe un ou deux raccourcis, le clic gauche, Word, ça sert à quoi? Excel, ça sert à quoi? Internet Explorer, ça sert à quoi? Ça, c'est ça la culture générale. L'ordinateur, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir Internet? Pourquoi la formation se fait en ligne et tu as besoin de Zoom? Ça, c'est une culture générale que tout le monde, plus ou moins, a avec son utilisation au quotidien entre son téléphone portable, qui est un ordinateur, et son PC. C'est une culture générale qu'on a plus ou moins développée individuellement. Avoir une grande motivation, ça par contre, c'est un peu obligatoire. Un peu obligatoire, pourquoi? Parce que sans motivation, on n'arrive pas au résultat. Ça veut dire que si vous vous inscrivez à la formation juste pour passer du temps, la motivation, elle n'y est pas, elle n'y sera pas. Mais si vous vous inscrivez à la formation parce que vous voulez catégoriquement changer de métier, performer dans le métier de l'informatique, trouver un poste, un travail, avoir un nouvel avenir et inspirer à la vocation qui est la vôtre d'être informaticien, oui, là, il y a une motivation, il y a une raison. C'est plus intéressant. Alors, quand on a une motivation, on est plus actué sur les résultats qu'on va obtenir. Ça signifie que si je suis motivé à passer mon examen, à avoir mon diplôme, lorsque je fais Windows Server, si je rencontre une difficulté, pour moi, c'est un challenge. Ce n'est pas un moyen d'abandonner. Parce que face à cette difficulté, c'est là où je vais trouver le moyen de me dire, c'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai besoin d'apprendre. Et là, je suis face à une difficulté qui me permet d'apprendre et je vais la surmonter. C'est d'où va venir votre motivation. Donc, si vous êtes motivé, vous allez voir les difficultés
plutôt comme des challenges et vous n'allez pas avoir des difficultés comme un moyen d'abandon. Okay? Donc, il faut vraiment qu'il y ait une grande motivation. Les notions en informatique, Windows, Linux, Internet, bon, Linux, c'est vague. Donc, on ne vous demande pas d'avoir grand-chose sur Linux parce que vous allez apprendre ça, c'est tout autre chose. Mais Windows, oui, Internet, oui. Okay? Avoir conscience de la nécessité de la sécurité, de sécuriser les informations numériques, ça, tout le monde a conscience aujourd'hui parce que personne n'aimerait voir son téléphone piraté et voir ses photos privées mis en avant du public. Ça, c'est obligatoire. Donc, d'où, quand on va faire le cours de sécurité, vous serez tous impatients de commencer à apprendre les premiers mots. Avoir un ordinateur, à savoir PC de gaming, est un plus. Alors ici, pour un ordinateur, c'est important parce que vu que on va virtualiser, quand on virtualise, on absorbe entre guillemets les ressources matérielles de notre ordinateur et on partage avec des machines virtuelles, ce qui ralentit nos processus de traitement interne. Donc, ça signifie que pour la formation, il faut vraiment avoir une capacité matérielle assez performante. Les PC de gaming sont des PC qui sont souvent composés d'une grande capacité de RAM, de disque dur, de carte graphique et ainsi de suite. Pour la formation, ce que moi je vais vous demander, c'est d'avoir entre 8 et 16 gigas minimum de RAM, d'avoir un disque dur en SSD local, pas en externe, local, entre 500 et 1 Tera. Comme ça, vous pouvez sauvegarder vos machines virtuelles et les réutiliser pour des révisions le temps de la formation. Entre 500 gigas et 1 Tera en SSD minimum. Il faut minimum que ce soit un SSD. Que vous ayez au moins un processeur i5 qui soit à partir de la 8e génération, au moins. Comme ça, on est sûr que la virtualisation va être prise en compte, au moins à partir de la 8e génération. Si vous pouvez aller au-delà du i5, c'est très bien. Okay? La carte graphique, peu importe, carte graphique basique, ça va. Donc, il faut que vous ayez votre PC, ce soit un Windows, de préférence, pas de Mac, parce que les Mac, avec les applications de virtualisation et les paquets traceurs, souvent il y a moins de similitudes au niveau des touches, en fait. Il y a des touches qui ne correspondent pas sur Windows à sur Mac, et du coup, le temps que vous trouvez la bonne touche pour faire comme c'est écrit sur le truc, ou que vous habituez à savoir que c'est ça, le temps que le formateur vous dise, OK, quand tu utilises quelle version de Mac, OK, la touche, attends, il faut que j'aille chercher à gauche, à droite, voilà, pour éviter tous ces petits temps d'adaptation-là. On préfère que la formation se fasse sur Windows, mais si vous avez un Mac, vous pouvez aussi la faire. Mais le temps d'adaptation, c'est ça qui va un peu freiner. Il faut que vous ayez de préférence un Windows, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, c'est égal. Il faut que vous ayez minimum entre 8 et 16 gigas de RAM. Minimum entre 8 et 16 gigas de RAM. Avec 16 gigas de RAM, il y a un cours que vous ne pouvez pas faire dans son intégralité, qui est la structure de virtualisation. Lorsqu'on fait le cours de virtualisation même, ça demande énormément de ressources. Donc, généralement, on le fait soit avec le PC du formateur, soit sur le PC des candidats. Ils vont se regrouper. S'il y a un candidat qui a 32 gigas de RAM, par exemple, on va faire des groupes pour que vous travaillez en groupe sur ce module-là. À la fin, c'est lorsqu'on fait un serveur spécifique dans ce module-là qui demande énormément de ressources. Donc, il faut que vous ayez entre 8 et 16 gigas pour pouvoir arriver au moins jusqu'à cette partie-là. Et parce que pour faire ce serveur-là, il faut au moins 16 gigas de RAM pour lui seul. Et les autres, il faut au moins 4 gigas. Donc, on a 4 fois 3, 4 fois 3, 12, plus 16 encore. Donc, ça demande beaucoup. C'est pour ça qu'il faut minimum 16 gigas de RAM. Entre 8 et 16 gigas de RAM sur vos machines. Si vous pouvez aller au-delà, c'est tant mieux. Et dites-vous aussi que si vous avez un PC aujourd'hui qui a 8 gigas et que vous le mettez à 32 gigas de RAM, c'est à votre avantage. Vous allez l'utiliser durant tout votre parcours d'informaticien sans avoir besoin de réinvestir sur un nouveau PC. Parce qu'à chaque fois, vous allez toujours créer des nouvelles machines parce que vous avez déjà un PC performant. Si vous avez que 255 gigas de disque dur, si vous achetez un nouveau disque dur, c'est un investissement. Donc,
pensez aussi à investir sur du bon matériel, en sachant que vous pouvez l'utiliser pendant des années. Moi, mon PC, je me suis saigné les dents pour l'acheter, mais aujourd'hui, j'ai plus de problème parce que c'est que les 10 prochaines années, je vais plus avoir besoin de me prendre la tête pour avoir un nouveau ordinateur. Donc, si vous pouvez investir sur du matériel, choisissez directement du matériel qui est de bonne qualité et qui a de bonnes performances, à savoir 32 Go, un i7 et 1 Tera de NVMe2 ou SSD. Comme ça, vous êtes tranquille pour la suite. Vous connaissez Internet haut débit. Alors, le haut débit, c'est parce que Zoom, ça demande beaucoup de ressources aussi. Souvent, quand vous partagez sur Zoom et que vous n'avez pas une très bonne connexion, il y a de la latence. Ça signifie que quand je passe d'une page à une autre ou d'un écran à un autre écran, il y a un temps de latence, le temps que ça vienne, il y a une coupure. Donc, si vous avez une bonne connexion Internet, c'est très bien. Comme ça, c'est fluide pour vous lors de la classe. Une pièce pour s'isoler, pour éviter justement d'être déconcentré, d'avoir des personnes qui rentrent, et ainsi de suite. Parce que la caméra n'est pas obligatoire pendant la formation, mais vous pouvez bien tous allumer vos caméras pour garder ce lien-là. Et si pendant que ma caméra est allumée, il y a toujours des gens qui passent derrière moi, et du coup, ça attire l'attention et ça déconcentre. Donc, si vous avez une pièce pour vous isoler, et comme ça aussi, vous vous entendez, et les autres parlent et vous les entendez. Donc, voilà à peu près ce qui est obligatoire pour être sûr qu'on est dans de bonnes conditions pour suivre la formation. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est ira, Monsieur, merci. C'est bon. c'est bon. Ensuite, votre programme. Voilà votre planning. Donc, la formation elle commence le 2 janvier. Alors, le planning, il est indicatif. Il est indicatif dans le sens que ce qui est écrit que vous devez faire le mercredi 4 janvier, là, à titre directeur ou DNS, ça n'est pas forcément dit que c'est ça que vous allez faire. Ça signifie que le lundi, là, on peut bien déjà avoir abordé ça parce que on avance dans la formation. Donc, plus on avance dans la formation, soit c'est autre chose qu'on voit ici, mais on est toujours sur le Windows Server. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire que on a Active Directory aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a fini Active Directory, on croise les doigts. Aujourd'hui, on n'a pas commencé Active Directory. Non, on a arrêté sur le planning. Non. Le planning, c'est juste indicatif pour voir le début et la fin d'un module, en fait. Okay? Ce qu'il y a là-dedans, ça pouvait être n'importe quoi dans le module. Ça signifie que Windows Server, on sait de toutes les façons que le lundi 2, quand on va commencer, au plus tard, le mercredi 18, on aura fini avec Windows Server. Mais tout ce qu'on va voir entre-temps, là, ça reste aléatoire. Ça dépend de l'avancement du groupe. Okay? Donc, le planning, c'est indicatif pour voir quand on va commencer un module et quand il doit se terminer. Et ça veut pas aussi dire que si, par exemple, on se rend compte que sur Windows Server, il faut qu'on fasse un rattrapage parce qu'on en a besoin, on peut amputer sur les 2 jours suivants. On peut se dire, OK, jeudi et vendredi, on va faire notre rattrapage. Et le coaching pédagogique, le TP de validation de compétences, on va le faire le lundi. Ça ne va pas nous empêcher de faire du NIX le mardi. Okay? Parce que le plus important, c'est d'être sûr que les notions qui doivent être acquises sont acquises. C'est le plus important. Parce que plus les notions seront acquises, plus les autres modules vont être évidents et vont être faciles. Pourquoi? Parce que ça s'empile en fait. Ce qu'on fait sur Windows Server, une partie des services, on les refait sur Linux. Mais, par exemple, si on parle du DNS sur Windows Server, quand on va arriver sur Linux, c'est du même DNS qu'on parle, mais c'est la façon de faire qui change en fonction de l'environnement. Ça signifie qu'on l'a vu comment on le fait sur Windows. Maintenant, on veut voir comment on le fait sur Linux. Donc, mais c'est le même DNS, c'est la même explication. On n'aura plus encore à réapprendre le DNS parce qu'on l'a déjà appris sur Linux, sur Windows. On va plutôt apprendre comment faire ce DNS-là sur Windows, sur Linux au lieu de Windows. Parce que la première fois, on l'a vu sur Windows et maintenant, on veut le voir sur Linux. Pareil, si c'est sur les réseaux et ainsi de suite. Donc, les notions se chevauchent entre guillemets
Mais par contre, la façon, dans la pratique, ce n'est pas le même process, mais dans la théorie, c'est la même chose. Donc, autant mieux être sûr que dès le départ, c'est acquis, et comme ça, tout le long de la formation, ça devient que des révisions. Si dès le départ, ce n'est pas acquis, ce n'est pas grave, tout le long de la formation, ça va revenir et ça va être acquis. Mais il ne faut pas que dès le départ, ça soit extrêmement difficile. Il faut que dès le départ, on ait la bonne notion et pour que par la suite, ça devienne juste des compléments, des compléments, des compléments et qu'à la fin, ça soit complètement acquis. Donc, le planning, lui, va nous permettre de maîtriser tout simplement le début et la fin des modules pour qu'on puisse caler la durée de chaque module sur les 3 mois. Pour qu'on ne soit pas surpris à la fin que tiens, on a oublié quelque chose, on a oublié quelque chose. Donc, on voit bien qu'ici, sur chaque semaine, on a pu décrire tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va faire continuellement. Et ensuite, ici, on a notre période de stage. Alors, la période de stage, c'est une période où vous n'êtes pas oublié. Ça signifie que pendant la période de stage, vous avez un planning de stage. En plus de ce que l'entreprise vous demande de faire, ça ne nous regarde pas. Mais nous, pour être sûr que vous n'allez pas vous lâcher, on vous fait un planning de révision pendant cette période de stage de la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, 5, 6, 7, 8. Voilà comment vous allez réviser. La première semaine, vous allez réviser Windows Server. Sur Windows Server, vous allez réviser ça. Il y a un questionnaire de révision que vous avez, qu'on vous remet, pour que chaque semaine, vous ayez des thématiques sur lesquelles il y a des questions à répondre sur chaque semaine par rapport à tout le programme de formation. Et ensuite, on a une semaine de révision avant l'examen. La semaine de révision, c'est pour vous préparer à l'examen, avec les questions type examen, avec les situations type examen, avec les pannes type examen. On vous met comme c'était à l'examen. Pendant une semaine, le formateur il vous prépare à l'examen avec des oraux, des écrits, des évaluations, des cas pratiques, et ainsi de suite. Et ensuite, la dernière semaine, vous avez votre examen. Donc, le e-learning, c'est un type de formation aussi qu'on met en place, qu'on a mis en place depuis 2020. C'est une formation qui se fait en cours du soir. Alors, encore là, normalement, si vous voulez faire une formation pour laquelle vous n'avez pas de compétences, il faut impérativement passer par une formation continue. Mais nous, vu qu'il y a plusieurs stagiaires qui n'ont pas la possibilité de faire une formation continue, c'est-à-dire de 9h à 17h en journée, parce qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas arrêter leur travail. Et du coup, leur projet de formation, ils mettent des années à le faire. Des années. On a pris l'option e-learning de 17h à 20h pour que ces gens-là, ils puissent se libérer de leur travail et commencer la formation. Et que pendant qu'ils sont au travail, s'ils ont 2 minutes, 3 minutes, qu'ils puissent apprendre. Et le soir, ils sont complètement dédiés à la formation. Mais ils n'ont que 3 heures avec le formateur le soir. Et en journée, il faut qu'ils trouvent eux-mêmes le temps pour évoluer dans la formation. Mais le soir, ce n'est que 3 heures d'apprentissage avec le formateur. Et ils passent l'examen comme vous à la fin. Donc, ce sont des personnes qui doivent déjà être très autonomes ou qui sont déjà dans le domaine de l'informatique ou alors qui ont déjà des compétences dans la matière. Sinon, il faut faire une demande de VAE, attendre 6 à 8 mois avant que ce soit validé, trouver un centre de formation, valider votre demande de VAE auprès du centre de formation, nanana, et ensuite passer au titre sans toutefois avoir un suivi pédagogique. Ça signifie que la BAE, on vous explique comment ça se passe et on vous aide à faire votre dossier professionnel, c'est tout. Ok, ici, tu as un cours, tu es vraiment en formation avec un formateur, tu as un cours, tu as des supports, tu as des évaluations, tu as tout. Mais derrière, il faut qu'en journée, tu trouves du temps pour essayer de réviser, d'apprendre, de lire, de pratiquer, d'apprendre toi-même à ton rythme. Et le soir, pendant 3 heures, tu es avec le formateur. Ça, c'est notre option e-learning. C'est pour donner, une fois de plus, la possibilité à tous ceux qui ne peuvent pas réaliser ce projet de formation-là, de se dire, OK, je vais sacrifier 3 heures le soir après le travail pour apprendre. Et les e-learning, c'est un fort succès. Ceux qui sont inscrits dessus, ils ont eu leur examen, tous à chaque fois, ils ont leur examen. Donc, c'est possible.
C'est possible. Tout résulte au niveau du contenu. C'est le contenu parce qu'on a vraiment axé la formation à ce que vous devez apprendre. On a exclu toute autre chose qui peut vous faire perdre du temps. Donc, il faut qu'ils aient des notions en informatique, il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils soient équipés d'un bon PC et les cours, c'est du lundi au vendredi entre 17h et 20h. Il faut qu'ils soient disponibles pour 16 heures. Si c'est le cas, vous pouvez vous inscrire en e-learning. Ensuite, l'examen. Comment est-ce que l'examen se passe? Ça, c'est la phase la plus intéressante. Alors, les titres professionnels RNCP sont constitués de 2 volets. Il y a un premier examen écrit, c'est-à-dire c'est un questionnaire qu'on vous délivre. Vous êtes assis devant l'ordinateur et vous répondez sur Word. Vous répondez aux questions qui vous sont posées. Vous finissez, vous enregistrez le questionnaire. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est la pratique. La pratique, il y a un cas de figure, il y a un plateau technique avec des machines. Il y a des questions qui sont liées à la pratique. Par exemple, on te dit installer un DNS, par exemple, on te dit désactiver tel truc, par exemple, on te dit l'utilisateur n'arrive plus à se connecter, comment vous pouvez résoudre le problème. Faites une capture d'écran et collez lorsque vous avez apporté la solution. Donc, il y a des thématiques qui vous sont posées et il y a des réponses que vous devez apporter à l'issue des manipulations sur un plateau technique et prendre une preuve du résultat et mettre sur le sujet d'examen. Vous enregistrez. Ça, c'est la première phase. Donc, c'est la phase d'examen écrit et de mise en situation professionnelle. OK? Ça dure entre 1h45 la première phase. Donc, ça veut dire, le premier questionnaire, il est sur 1h45 et le deuxième questionnaire, il est sur 1h30. Une fois que les deux sont terminés, vous avez une deuxième phase qui est l'entretien oral avec les membres du jury. Il y a 2 jurés, un gentil et un mauvais comme d'habitude. Le rôle des jurés, c'est d'être sûr que vous avez les aptitudes pour travailler dans le métier pour lequel vous passez l'examen. Donc, TSS, technicien supérieur, système et réseau, TAI. Donc, eux, ce qu'ils essaient d'évaluer, c'est votre logique, votre façon de procéder lorsqu'ils vous posent une question. Est-ce que vous allez dans le bon sens? Par exemple, on te dit, le clavier de l'utilisateur ne fonctionne pas. Tu as été ailleurs, on te dit, il te dit, le clavier de l'utilisateur ne fonctionne pas. Il veut voir si tu vas vérifier si c'est en Bluetooth, est-ce que c'est allumé? Il veut voir si tu vas vérifier si le PC est allumé. Il veut voir si tu vas vérifier si il y a une batterie, si c'est alimenté, si c'est bien connecté. Il ne veut pas voir si tu vas dire, bon, je vais aller sur Internet Explorer pour voir si le navigateur se lance. Donc, il veut voir ta logique. Comment est-ce que tu procèdes pour résoudre les problèmes qui te sont demandés? Et à partir de ça, il va maintenant te poser des questions théoriques et techniques sur les aspects techniques qui interviennent. Par exemple, si c'est Active Directory, il va te demander, l'utilisateur n'arrive pas à accéder à sa session, par exemple. Il dit, l'utilisateur n'arrive pas à se connecter à son compte Active Directory. Comment est-ce que tu fais? Il veut savoir si tu vas aller sur Active Directory, voir si l'utilisateur existe. Donc, si tu vas sur Active Directory, tu te dis, oh, l'utilisateur Justin n'arrive pas à se connecter à son compte sur Active Directory. Donc, tu vas sur le contrôleur de domaine et tu regardes, est-ce qu'il déjà y a un utilisateur Justin qui existe? S'il n'existe pas, c'est normal qu'il ne pourra pas se connecter. Et s'il existe, est-ce qu'il a un mot de passe? Si son mot de passe est connu, OK, je lui donne. Si son mot de passe n'est pas connu, je lui crée un mot de passe, par exemple. Et maintenant, quand il voit que tu as la bonne logique, il dit, OK, ça c'est bien. Maintenant, il te dit, parle-moi d'Active Directory. C'est quoi Active Directory? Donc, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Ils vont essayer de voir déjà si vous avez la logique pour résoudre des problèmes et aussi si vous avez des connaissances sur la thématique dont ils vous parlent. C'est de ce fait qu'ils vont revenir sur le questionnaire pour dire, OK, sur ce questionnaire, vous avez demandé, par exemple, c'est quoi le DNS? Il va vous demander c'est quoi le DNS. Puisque c'est vous qui l'avez écrit, il faut que vous répétez ce que vous avez dit.
faut que vous lui réexpliquez c'est quoi le DNS, et ainsi de suite. Et comme s'il saura que le questionnaire, c'est vous qui l'avez écrit et les connaissances viennent de vous. Ensuite, il va aller vous mettre sur la machine, il va vous dire, OK, vu que tu me parles du DNS, est-ce que tu peux me montrer où se trouve le serveur DNS sur ce serveur? Il veut voir si tu connais où se trouve le serveur, il veut voir si tu vas appliquer au bon endroit, il veut voir, et c'est comme ça qu'il va vous évaluer durant tous les 1h30 en passant sur tous les modules qu'on a appris pendant la formation, en vous posant une ou deux questions à chaque fois, une ou deux questions, une ou deux questions, une ou deux questions. Et il va voir comment est-ce que tu procèdes pour répondre. S'il voit que ta logique elle est bonne, c'est bon. S'il voit que sur le contenu, tu as compris de quoi il s'agit, c'est bon. S'il voit que ta logique n'est pas bonne et que sur le contenu, tu as compris de quoi il s'agit, là, il peut juger et de dire, bon, OK, peut-être qu'il lui manque de la pratique. C'est une entreprise qui doit avoir cette pratique. S'il voit que ta pratique, elle est bonne, mais ta logique, elle est mauvaise, il va dire, bon, peut-être qu'il lui manque de la logique, mais en disant, il va apprendre en entreprise. Donc, c'est à lui de juger derrière si c'est bon pour lui ou si c'est pas bon. OK? Ensuite, donc, il va analyser les deux questionnaires d'examen pour voir si vous avez bien répondu, si les questions sont bien justes. Il va vous mettre en situation professionnelle. Il va vous mettre des pannes en face et vous voir comment vous allez résoudre. Et ensuite, il va aller sur la culture générale pour voir quels sont vos projets à venir, comment s'est passée votre formation, voir votre CV pour voir ce que vous faisiez avant, et vous poser des questions sur votre dossier professionnel. Alors, le dossier professionnel, c'est comme un rapport de fin de stage que vous allez faire lorsque vous serez en stage. Ça, le formateur va bien vous expliquer comment le faire le moment venu. Donc, ils vont essayer par tous les moyens de savoir si vous êtes apte à être technicien ou pas. Donc, c'est à vous derrière, par rapport à tout ce que vous avez appris, par rapport à tout ce que vous avez fait, de donner de bonnes réponses, comme vous avez l'habitude de le faire en cours, comme durant la formation. C'est la même chose qu'on va vous demander. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être dans le doute. C'est un examen officiel, c'est stressant, c'est sûr. Mais dites-vous que vous êtes prêt. Si vous arrivez jusque-là, c'est que vous êtes prêt. Et n'ayez pas peur de dire ce que vous connaissez le moment venu. Quitte à dire, même au-delà, si vous êtes sur un sujet que vous sentez que vous maîtrisez, si vous demandez, par exemple, c'est quoi Windows Server, si vous maîtrisez Windows Server, vous lui dites tout ce que vous avez appris sur Windows Server, jusqu'à ce qu'il vous dise non, stop, c'est bon. Déjà, c'est compris. Mais juste à partir d'une question, il faut à chaque fois essayer de les démonter pour qu'ils n'aient même plus envie de vous poser une autre question. Comme ça, ils sauront que vous êtes prêts. Donc, à la fin de la formation, nous, on vous délivre une attestation de fin de formation. Et ensuite, lorsque vous avez votre titre, vous avez votre examen, l'État vous envoie votre diplôme. Il vous envoie ce diplôme-là. Alors, lorsque vous finissez la formation, l'examen, les jurys tout de suite, ils écrivent si vous avez réussi ou pas. Et à la fin de l'examen, Keshner revient vers vous avec les copies des procès-verbaux pour vous dire que, voilà, vous avez validé votre examen ou pas. Si vous n'avez pas validé, vous montrez ça, ça, ça. Et va vous proposer une date d'inscription au prochain examen. C'est à vous de valider pour qu'elle vous inscrive. Ce sera dans les 3 à 4 mois suivants la fin de la formation. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour repasser l'examen. Et vous pouvez vous connecter à la classe à tout moment pour continuer de suivre. Et vous aurez des révisions également comme au dernier. Mais sauf que quand vous repassez l'examen, vous ne repassez plus tout l'examen en entier. Vous passez juste le module sur lequel vous avez raté. Donc, Keshner reviendra vers vous par rapport à ça. Donc, le procès verbal, c'est pourquoi? C'est parce que si vous avez trouvé un travail et que vous avez besoin d'une preuve comme quoi vous seriez diplômé parce que vous avez eu votre examen, vous pouvez envoyer le procès verbal à l'employeur ou à l'organisme pour dire que je suis effectivement diplômé. Je n'attends que le diplôme original qui va arriver dans 2 mois maximum.
Okay? C'est pour ça qu'elle vous envoie ça, pour que vous soyez rassurés et pour que vous pouvez rapidement faire des demandes d'embauche en confirmant que vous avez bien reçu votre examen. Donc, ensuite, nous, ce qu'on veut éviter dans les classes, c'est les mauvais comportements. Okay? S'il y a un problème dans la classe, c'est au formateur de gérer. Par exemple, Ghislain, il parle trop, il rigole trop, il n'est pas sérieux. C'est pas à vous, camarades, de vous frotter avec votre camarade. Le formateur, il va résoudre ça tout de suite. Dès qu'il y a un candidat qui est un peu pas conforme, le formateur interviendra tout de suite, à l'instant présent, pour mettre les points sur les i avec lui. Parce qu'on veut justement pas perdre du temps. Déjà qu'on n'a pas du temps et on ne veut pas en perdre non plus. Donc, vous concentrez-vous sur la formation et s'il y a un candidat qui est déplacé ou bien qui a un mauvais comportement, le formateur va gérer. Et si ça dépasse le formateur, l'administration va intervenir. Et on fera ce qu'il faut. Soit il se met en ordre, soit on va l'exclure. Les retards en classe, pareil, si vous arrivez tout le temps en retard, le formateur ne va pas vous attendre. Il peut vous attendre une fois parce que vous avez plus de 10 minutes de retard et vous avez prévenu. Il ne va pas vous attendre tous les matins pour commencer le cours à 10 heures parce que finalement, on ne va pas y arriver. Donc, essayez d'être à l'heure. S'il y a quelque chose à dire en cours par rapport au comportement, par rapport à la façon d'expliquer, par rapport à quoi que ce soit, voyez avec le formateur. N'ayez pas à vous dire, voilà, Alain, j'aimerais bien que tu fasses ça, 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 ou Ghislain, j'aimerais bien que tu fasses ça, 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 parce que ça me convient mieux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est possible? Et parlez d'abord avec lui si la méthode ne vous convient pas, si, je sais pas moi, le cours ne vous convient, la façon de faire le cours ne vous convient pas, les TP ne vous conviennent pas. Parlez d'abord avec le formateur pour que vous essayiez de trouver une solution avec lui. Parce que c'est lui qui est c'est lui qui est le mieux placé pour s'entretenir avec vous. Et maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver une solution avec le formateur, c'est là maintenant que l'administration intervient. Vous avez des questionnaires qui vous sont envoyés tout le temps. Vous avez des entretiens avec Echenier, vous avez des entretiens avec moi ou avec Alain. En ce moment, on en parle et on trouve une solution. Et essayez toujours de résoudre les problèmes entre vous avant de faire intervenir les autres. Pas de musique pendant la classe, il faut être à l'écoute. À l'écoute, c'est surtout, il faut prendre vos notes. Il faut avoir un esprit d'équipe parce que le but, c'est pas qu'une seule personne ait son examen. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier en fait dans cette formation. Ça veut dire que même si vous avez 20 sur 20 à l'écrit, le diplôme que vous avez montré tout à l'heure, vous recevez la même chose chacun. Il n'y a pas de mention bien, très bien, parfait, excellent, non. Si moi j'ai 10, toi tu as 20 à l'écrit, on reçoit le même diplôme. La différence sera lorsqu'on va aller trouver du travail, la façon dont on va s'exprimer par rapport à nos compétences, c'est là où il y aura la différence. Mais sur le papier, ça sera identique. Donc, autant mieux avancer ensemble. Il faut pas avoir 15 et aider mon camarade à avoir 10 que d'avoir 20 et si mon camarade à avoir 5. Ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment qu'on ait un bon esprit d'équipe, ce qui a toujours été le cas dans nos formations. Les stagiaires sont très, très solidaires. Donc, souvent, même quand il y a une question qui est posée ou un stagiaire qui a une difficulté, c'est d'abord son camarade qui veut dire non, laisse-moi lui montrer comme ça, je verrai si moi, j'ai compris. Il faut être solidaire, il faut vous entraider parce que plus vous vous entraidez, plus ça crée une motivation d'équipe. Et quand on voit que tout le monde fait des efforts pour aller dans le même sens, c'est encore plus motivant de savoir qu'on n'est pas tout seul à subir cette pression. Donc, essayez de toujours travailler en équipe. Ensuite, on a notre process. Donc, au début, comme information, vous avez reçu des plaquets d'informations, le planning, le plan de formation. Et ensuite, on a reçu votre CV. Ensuite, on vous a envoyé un devis. Une fois que le devis a été validé, on vous a envoyé la convention de formation, le CGV, la convocation, la réunion d'information. Ensuite, une fois que votre validation en formation a été validée à l'issue de la réunion, parce qu'il y a beaucoup qui décident après la réunion d'information, on vous a envoyé la convocation de la classe avec les identifiants pour vous connecter, les heures et tout ça.
les feuilles d'émargement, le règlement intérieur, le planning de formation. Okay. Et ensuite, pendant la période de stage, on va vous donner la convention de stage en entreprise qui sont signées par les deux parties, votre entreprise et le centre de formation. Il y a les feuilles d'émargement, pareil, que vous devez continuer à faire signer quand vous êtes en stage. Il y a le dossier professionnel, qu'on va vous expliquer comment le remplir pour la période de stage. Le livret d'évaluation, c'est l'ensemble des compétences que vous aurez fait et acquis pendant la formation. Acquis ou non acquis ou partiellement acquis pendant la formation. Ça, c'est le formateur qui le remplit. Ensuite, l'examen, il y a le questionnaire réponse, comme on a vu. Il y a le questionnaire de mise en situation, comme on a vu. Il y a l'entretien avec le jury, comme on a vu. Et il y a la validation du dossier professionnel qui est obligatoire avec le jury. En sortie de formation, il y a la facture, il y a l'attestation de fin de formation qu'on a vu, il y a le diplôme qu'on vous a envoyé. Et on reste en contact via les réseaux sociaux, via WhatsApp, via tout ce que vous voulez. Donc, voilà pour cette réunion d'information. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tout était clair pour vous? Oui. OK. Questionnaire, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était clair. Après, pour ceux qui sont pas encore inscrites, à la prochaine session, n'hésitez pas à revenir vers moi pour, faire le point sur vos démarches administratives, etc. OK. Alors, je vois j'appelle Aniel pour savoir si il nous autorise à venir dans sa classe. Comme ça, si vous avez des questions par rapport aux stagiaires qui sont actuellement en formation, vous pouvez directement les poser si vous avez besoin de conseils, d'avis. Et comme ça, au moins, ça vous rassure. Je lui demande si on peut se connecter à sa salle. Ouais, c'est pas évident si on ne travaille pas, mais quand on travaille, franchement, ça se fait vite fait, hein. C'est rapide. 3 mois, ça passe très, très vite. Extrêmement vite. On voit même pas le temps passer. Vous allez voir ceux qui ont commencé, ils finissent bientôt. Et on ne voit pas le temps passer, hein. Ça passe extrêmement vite, 3 mois. Extrêmement vite. Il faut se créer un compte WhatsApp alors. Non, il y aura... Ouais, si vous n'avez pas WhatsApp sur le téléphone... Bah, disons WhatsApp, suite à Facebook, je m'étais désinscrit et inscrit un signal au lieu de WhatsApp. Mais, Après, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour avoir une communication. Une communication entre le groupe. Si par exemple tu arrives en retard, tu vois, tu as un empêchement, tu n'as pas de connexion Internet, D'accord. Bon, bah, je vais me recréer un compte. que tu puisses prévenir les autres, leur dire, tenez, tiens, je serai en retard. Ou... Ça évite qu'il y ait des inquiétudes en disant pourquoi il n'est pas là, pourquoi il n'est pas là. Alors, je suis avec les stagiaires pour la réunion d'information, là, pour la session de janvier. Et comme d'hab, hein, ils voulaient échanger un peu avec ceux qui sont actuellement en formation pour savoir à quoi s'attendre. Donc, je vous laisse la parole à vous, stagiaires. Allez, on vous écoute, c'est à vous, messieurs. Est-ce qu'il a des questions déjà? C'est ça. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on Oui. s'entend. Ah oui. Ouais, déjà, il vous reste combien de temps à faire avant de finir la formation? On finit en mars. Mars? Et un stage à la suite alors? Non, ça comprend le stage. Ça comprend le stage. D'accord. Les cours terminent début janvier. Et pour trouver un stage, ça a été facile? Le mois des Vous avez stages. trouvé facilement un stage?
Pas tous. Ça dépend des Pas tous. régions. mais, Ça dépend. Effectivement. Ça dépend des régions. Ça dépend un petit peu des régions. Ouais. Au niveau du stage, vous avez des régions qui sont plus appropriées pour trouver des stages et d'autres où c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, en général, vous trouvez toujours un petit truc, quoi. Même si c'est pas exactement ce que vous souhaitez en TSSR, il y a toujours un truc en général. Je vous conseille de chercher plutôt vers les hôpitaux, les mairies. Ouais. Public, dans le public, les mairies surtout, ils prennent beaucoup de stagiaires. Mm. Les CV sur Pôle emploi, ça fonctionne bien. Et le rythme, vous l'avez trouvé soutenu ou ça dépend des cursus, je pense, de chacun. Mais... En vrai, ça va, mais il y a des passages qui sont un peu plus nécessiteux dans le travail pour suivre. La partie réseau, elle est un peu vénère. Il faut s'accrocher, mais c'est faisable. D'accord. Bosser le soir aussi chez soi. Ouais. Avec pas mal de travail perso dehors. C'est ça, faut y mettre du sien, mais dis-toi que si tu arrives avec aucune connaissance, tu es capable à la fin, à l'issue de la formation, d'être technicien à part entière, quoi. Après, faut y mettre du sien. Faut travailler. Faut travailler un peu le soir après les cours, après les réunions, etc. Mais c'est faisable, quoi. Il y a vraiment pas de souci à se faire à ce sujet-là. Après, sans prendre trop de risques, je pense qu'on peut dire que tous au début, on pensait que c'était vachement dur et en fait, au fur et à mesure des étapes de la formation, on se dit putain, on en a fait du chemin et au final, c'était pas si compliqué que ça. Et maintenant, on comprend des trucs qui nous paraissaient lunaires au début de la formation, quoi. C'est vrai qu'il faut s'accrocher la première semaine. Parce que on acquiert les connaissances, on les acquiert de plus en plus vite, en fait, à chaque fois. Au départ, c'est un peu long et un peu difficile, mais au final, à chaque fois, en fin de journée, on se dit, putain, le temps d'avoir les notions de base. Exactement. Il y a des parties qui interviennent, au début, tu rentres pas vraiment dans le dur, on va dire. Et c'est vraiment quand tu passes la partie réseau que tout s'éclaircit. Tu comprends pourquoi à tel endroit tu avais mis ça dans telle configuration parce que ça a cette fonction et tu l'as appris à un moment donné, quoi. Et la formation est bien faite pour que justement ça soit assez logique. Et les cours, le ils sont déroulement très est bien logique. faits. Le cours, il est très bien rédigé, ça. Au début, c'est pas forcément utile de tout savoir comment ça fonctionne, mais après, comme tu sais, du coup, on te donne les informations de pourquoi tu fais ça. D'accord. Parce qu'au début, on attaque sur un environnement Windows parce que la plupart des personnes ont l'habitude de ce genre d'environnement. Au début, on travaille un peu notamment sur Windows Server, etc. Ensuite, on apprend un peu de Linux. Ensuite, un peu de réseau et tout imbriqué fait que tu comprends de mieux en mieux, etc. Mais c'est vrai qu'au début, on commence sur un environnement Windows parce que c'est plus simple. Et les gens ont plus l'habitude de ce genre d'environnement. Et c'est une montée en puissance du début jusqu'à la fin du réseau. Après, ça se ralentit un peu, entre guillemets. Après, tu fais énormément de manipulation. Tu es axé sur le faire que tu fais pour la théorie. Tu apprends de la théorie et après, tu mets en application. Il y a pas mal de TP aussi. Enfin, nous, on a eu pas mal de TP dans notre session. Donc, quand individuellement, tu peux buter les sessions, nous, on les fait vendredi. Les sessions le vendredi qui sont en groupe. Avoir 3 cerveaux pour faire un seul exercice, déjà, ça t'aide et puis ça te permet de débloquer des points que toi, tu pouvais avoir verrouillés grâce à la façon de penser de quelqu'un d'autre, des explications différentes grâce à un point de vue différent, etc. Et tu apprends à travailler en groupe aussi. Ouais. C'est bien tout ça. Ça, je les ai bien préparés à répondre. On a été bien formés, c'est ça. Et Patrick, ça va? Ça va. T'accroches bien là. Ouais, c'est pas acquis, mais c'est faisable. Non. On a été conditionné par Quentin toute la matinée pour répondre, t'inquiète.
Évidemment, c'est pas vrai. Hein. Je crois qu'il y en a, ils savaient même pas que tu devais passer. J'ai Ah bah, je invité crois. ce matin à 4 personnes. Ah bah, je Oui, savais oui, pas. voilà. On était un Ah, petit je peu savais pareil. pas non plus. Et j'aurais fait la surprise. Moi, j'ai appris que tu étais là quand tu étais là, quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, enchanté de faire votre connaissance, monsieur Ghislain, c'est bien ça? Ouais. Gislain, pour te dire, Nidal il t'appelle Gislain. Ah, t'as dit que tu n'allais pas le dire. Hein. Il fait moins le malin. Il est bien comme il faut, moi. C'est toi qui as tendu la perche. C'est toi qui as tendu la perche. Ouais, j'ai l'habitude, les Allemands, ils m'appellent comme ça tout le temps, Ghislain, Ghislain. C'est plus une surprise maintenant. Ouais, Nidal, il est pas allemand. Hein. Ah oui, parce que à la base, on voit tendance sur les cours. Hein, donc, on n'a jamais fait ta connaissance. C'est ça. Une connaissance. Mais je vous suis de loin, hein, ne vous inquiétez pas. Il est toujours là, quelque part, Gislain. Je fais pas de soucis. Je suis là, Quentin fait bien son travail. mais je suis invisible. Je vous suis de loin. Surtout, je regarde vos résultats, c'est pas dégueulasse, c'est très bien. Je regarde vos résultats là, c'est impressionnant quand même. Souvent, je demande à Quentin, tu es sûr que c'est vrai ce que tu écris là? Mais ouais, il faut continuer à bosser comme ça. Le chemin n'est plus long. Il est presque à la fin du tunnel là. Ouais. Et, franchement, Un bon élève et bon prof. il y a rien à dire sur votre groupe. Hein. Vous êtes un Mais bon groupe. l'ambiance du groupe, elle est bien ici. Ouais, vous avez un très, Ça très aussi, bon c'est groupe. très important. Ouais, je pense que ça part dans l'équation. Ouais, vous avez un excellent groupe, c'est bien. De toutes les façons, vous êtes entre de très très bonnes mains. Quentin, c'est un gentil garçon. C'est exactement ce qu'on a dit. Je disais ce matin que j'étais trop gentil. Ouais, moi aussi, je l'ai dit déjà ça. Des fois, il me fait un peu peur, mais c'est vrai. Ok, ouais, écoutez, nous, on va vous laisser continuer. Ouais, On vous souhaite beaucoup de courage et Bon après-midi. bon après-midi à vous. Merci, bon appétit. Merci. Bon après-midi. À tout à l'heure, Gislain. À tout à l'heure, Daniel. Donc, du coup, vous avez pu échanger avec les stagiaires. Vous voyez, c'est ça. Hein. La vérité, c'est ça. C'est que ça fonctionne, quoi. C'est à vous maintenant de vous décider de vous lancer dans l'aventure et de décrocher votre titre et changer de métier complètement. Mais l'expérience et la connaissance, on l'a, ça c'est sûr. Et on va vous accompagner jusqu'au bout sans vous lâcher, ça c'est sûr. Mais derrière, tout dépend de vous. Ça marche? Oui, très bien. Ok, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Bon après-midi.